Et bonsoir à toutes et tous, mesdames et messieurs. On se retrouve encore en live pour le troisième jour consécutif sur YouTube. Et donc, voilà. Et sauf que ce live, il était prévu. Les autres, ils n'étaient pas vraiment prévus. Mais celui-là, on l'avait prévu depuis un petit moment avec Alex, qui est bien sûr là et que je vais vous comment dire, je vais faire en sorte que vous puissiez l'entendre. Oui, parce qu'on n'a encore pas totalement très bien avec tout ce qui est informatique et tout. Bonsoir Alex, bonsoir le dormeur du Val. Bonsoir à tous, salut Jules et salut à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Voilà, donc bienvenue à tous. On est ensemble pour un petit live où vous allez pouvoir nous poser toutes les questions sur la mini-série qui vient de sortir. Encore une fois, merci à vous tous sur les retours que vous avez fait sur cette mini-série. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on y a quand même bossé. C'était vraiment un sujet sérieux, un sujet complexe et vous l'avez très bien accueilli. Donc ça c'est top. Donc merci à vous tous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, installez-vous bien dans le chat. Faites comme quelqu'un que je connais. Je pense qu'il peut m'entendre en plus, qui a une bière à la main. Donc voilà, mettez-vous bien. Je vois Et pas de qui tu parles. ah non, mais je ne te visais pas, hein. Regardez mes yeux fuyants. Changement de sujet, vous avez vu la casquette? Hein? Voilà, incroyable. J'ai retrouvé aujourd'hui, du coup, je me suis dit, voilà, ça fait un peu genre radio check un petit peu, tu vois, ça c'est Là, bon. tu la casquette de boomer, avec sa bière au bord de la piste. Ouais, C'est plus ton même. je l'ai acheté en 2010, celle-là, quand j'étais au Mans. Je suis déçu, j'ai pas retrouvé que j'avais acheté de Pescarolo en 2011. Mais Année voilà. dorée, cette année-là, aux 24 heures du Mans. Ah ouais, année dorée, ouais. Ah ouais. Ah, c'est. Attends, tu dis 2010 ou 2011? 2010. Ah, je comprends le sarcasme. Il y a eu quelques bielles de coulées, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça, il y a eu quelques Il soucis, y a hein. peut-être des morceaux de piston qu'on finit, jusqu'au FAP. Enfin non, il y a pas d'FAP cette année-là, mais Le lion est mort ce soir, hein. ouais, le lion est mort un soir de juin 2010, ouais. Voilà, c'est ça. Bref, mesdames et messieurs, préparez vos questions. Posez toutes les questions que vous voulez sur les 24 heures du Mans. Alors, sur la mini-série, sur le sujet des scandales des 24 heures du Mans, mais après, on parlera évidemment des 24 heures du Mans de cette année. Et voilà, on parlera globalement de tout ce que vous voulez, hein. Ah, sur les 24 heures du Mans, ça reste malgré tout le sujet. Parce qu'évidemment, demain, vous n'êtes pas sans savoir que la 90e édition va démarrer à 16 h. Voilà, effectivement, on l'attendait. Je pense qu'on était nombreux à l'attendre avec impatience. On attend encore plus 2023, je pense. Donc voilà, Alex, si tu peux parler un petit peu raconter un petit peu de comment s'est bâti un petit peu ce projet, un petit peu dans l'urgence, de cette Avec plaisir. mini-série. Bah, après l'année dernière, donc quand on a fait la vidéo sur la renaissance des 24 heures du Mans, donc qui dit renaissance dit qu'il y a eu une période trouble et puis une période de renouveau juste après. J'avais commencé à te parler donc des fameux articles de Laurent Chauveau, donc j'en profite encore pour parler de ce monsieur qui a fait un travail admirable, Allez voir je sa dis chaîne. bien admirable, sur cette période-là. Donc Laurent Chauveau, je voudrais pas lui faire offense, mais c'est un journaliste qui a travaillé longtemps, je sais pas pour quelle agence de presse, mais qui a beaucoup écrit sur les 24 heures du Mans et aussi sur les coulisses. Et moi, c'est ça qui m'a toujours intéressé sur ta chaîne et que je retrouvais pas dans les autres, c'est que tu parles d'histoire et tu parles des coulisses. Et quand on parle de sport auto, le sport auto, c'est du sport, le sport, c'est politique, le sport, c'est de l'argent, le sport, c'est des rapports de force, c'est des luttes politiques. Et Le Mans n'a pas été épargné par toute cette période de foudre autour de la FISA, de la FOCA, dans les années 80-90. Il y a eu une accalmie un peu récemment, mais les diverses annonces qui ont été faites il n'y a pas longtemps me laissent à penser qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de l'emprise de la FIA. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire même. Donc, je t'avais parlé de ça, et au début, bon, t'étais pas ultra chaud parce que je t'en parlais souvent, puis moi j'ai tendance à insister, j'avais dit mais Jules, il faut absolument que tu lises ces articles, tu vas halluciner, c'est quelque chose d'incroyable, t'as écrit une série sur la FISA FOCA qui était très bien, donc forcément, quand tu vas lire les articles, tu vas dire ah ouais, on fait une série. Et ça a pas loupé, je t'avais ressoulé pour que tu les lises et tu l'as dit, bah, allez hop, c'est bon, on fait une série. J'ai Et alors commencé à pour les rendre lire, à... j'ai tout lu d'un coup. Et alors pour... Ouais, non mais c'est ça, c'est comme un bon bouquin, une fois que t'as commencé à Ah les lire, ouais. tu peux... Après, moi, j'avais déjà lu aussi d'autres trucs sur des sites japonais que j'avais réussi à traduire, qui est un peu compliqué, sur un site anglais, je crois qu'il s'appelle worldsportscar.co.uk, je crois.
J'avais lu pas mal de trucs sur les Nissan, la Nissan P35 dont je t'avais parlé l'autre jour, qui était une voiture de sport 3,5 litres, projet avorté, ça coûtait trop cher. Donc voilà, je m'étais dit: «Ça serait super d'en parler parce que, bah, tu serais le seul à en parler». Vu que tu as un peu de visibilité quand même, ça aurait permis de mettre en lumière ces épisodes-là parce que moi, je vais attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, ce qui a tendance à m'agacer dans le milieu du journalisme de sport, c'est qu'il y a peu d'opinions. Opinions au sens éditorial du terme. C'est-à-dire que si les journalistes veulent obtenir des interviews, des accès privilégiés dans les stands, avoir accès à certaines infos, ils sont obligés d'être conciliants avec les constructeurs. Donc, ils peuvent pas arriver comme ça, comme un chien dans un jeu de quilles, et dire ah non, mais on va parler de ce qu'on veut. Un tel, ils ont fait ça, c'est pas bien, machin, scandale et patati patata, tu vois. Il y a très peu de vrais sujets d'investigation qui sortent dans le sport de haut niveau et le sport mécanique. Donc nous, comme on n'est pas journaliste et comme on est totalement libre, on s'est dit: «Attends, il y a un mec là qui a fait des supers articles, ça ne regarde que les passionnés qui ont lu sur le sujet. On va en parler parce qu'on avait envie d'en parler. Moi, la politique, ça m'intéresse autant que le sport et en plus de ça, ça sera l'occasion de faire comprendre à tous ces gens, que ouais, c'est super la 905, championne du monde d'endurance, qui a gagné 24 heures du Mans. Mais à quel prix? Et à quel prix au sens propre comme au sens figuré? Parce que je me souviens quand je suis allé au 24 heures du Mans, au Mans Classique en 2018, quand il y avait le plateau Global Endurance Legends, donc il y avait la Toyota GT1, il y avait la Peugeot 905, il y avait une Nissan R91, il y avait vraiment des super bagnoles. Et tout le monde, il y avait un public assez âgé au bord de la piste, et quand les gens voyaient passer la 905 et que t'entends son V10 qui chante à 10 000 tours, tu fais ouais, putain, quelle bagnole. Et quand tu te renseignes un peu sur le sujet, déjà à l'époque, je commençais à me dire, attends, des moteurs de F1 dans des protos d'endurance, il y aurait pas une couille quelque part? Et tu te disais, ouais, ça a un peu un goût de fruit défendu, quoi. Et un fruit défendu au sens biblique du terme, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, toute cette période, quoi. Donc, pour rendre à César ce qui est à César, maintenant, pour parler des vidéos entre elles, c'est surtout Jules qui a écrit 95% du script. Moi, une fois que Jules a écrit les scripts, moi, j'y ai apporté quelques précisions, quelques condensés, et cetera. J'ai tout relu, j'y ai passé 4 heures, toute une après-midi, enfin. On est loin, des 48 heures de visionnage pour la toute première vidéo qu'on avait faite ensemble, où là, c'était un travail encore plus monstre. Mais voilà, donc, comme on le répète, on sait cette période est compliquée. On a essayé d'être le plus clair possible sur les vidéos, mais je me doute que certains vont avoir des questions. Le sujet n'est pas encore totalement clos parce que, bah, Jean-Todt est encore là, il a de l'influence, même s'il est plus, il a plus autant de pouvoir qu'avant. Voilà, il a marqué le sport auto de son empreinte pour le meilleur comme pour le pire. Faut pas se gêner pour le dire, hein, c'est une réalité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce live, c'est parce qu'on se doute qu'il va y avoir des questions, que c'est pas quelque chose de simple, c'est compliqué et du coup ça demande quelques éclaircissements et on va essayer du mieux qu'on peut d'y répondre. Alors justement, il y a une voiture qui fait rêver dans cette époque-là, une voiture qui, entretient le mythe, hein, et parfois le mythe dépasse vraiment, la réalité. Par exemple, la Mazda 787B, et nous demande plusieurs personnes nous demandent pourquoi le moteur de la Mazda 787 a-t-il été interdit par la suite? Est-ce que tu veux y répondre? Alors, j'avais la réponse en tête mais je ne l'ai plus. Alors, il me semble que c'est parce que, justement tout, autre moteur que les sports, 3,5 litres, en catégorie reine était, interdit. Donc, Oui, voilà, c'est ça. ils ont Et dû, en plus de ça, la FISA s'est retrouvée un peu con après tout le bordel qu'elle avait foutu en 91 en voulant privilégier les sports 3,5 litres, de voir une voiture qui, bénéficiait d'une espèce de flou réglementaire qui lui permettait de pas être alourdie. Parce que la 787B faisait, heu, 833 kilos de mémoire pour un peu plus de 700 chevaux en config course, je crois. Alors c'est difficile de savoir exactement quelle était la puissance parce qu'on utilisait des cartographies d'injection différentes en course de la qualif. À cette époque-là, on faisait des réglages totalement différents pour la qualif et pour la course. Et du coup, la Mazda, bah, sur le papier, c'était une des voitures les plus performantes. Je dis bien sur le papier. Parce que quand, oui, il y a quelqu'un qui dit trop gourmand également. Oui, c'est vrai que un moteur rotatif, ça consomme énormément d'essence et 3 fois aussi plus. énormément d'huile. Fait 3 fois plus, ça prend 3 fois plus, fait les tours sont,
Si tu veux, voilà, pour comparer, on a un moteur classique, un 4 temps où il y a les 4 temps du moteur, justement, avec l'admission, la compression, la combustion et l'échappement. Du coup, pour faire toute cette révolution-là, qui est un temps moteur, en fait, eh bien, enfin, le piston reçoit l'énergie que une fois. Il monte 2 fois, il reçoit l'énergie qu'une seule fois. Enfin, il descend 2 fois et il reprend l'énergie qu'une seule fois lors de la combustion. Avec, la Mazda 787B, donc il y avait moteur rotatif, à piston rotatif plus précisément, qu'on appelait aussi moteur Wankel, du fait de son concepteur. Mmh. C'est un piston qui tourne et en un tour, il y a 3 combustions, en un tour. Du coup, il y a 3 fois plus de combustion pour le même temps qu'un moteur, classique, qu'un moteur, voilà, à Alors piston classique. pour pas faire hurler un mécano qui serait présent dans le chat, on pas alors désolé, je vais corriger, mais c'est pas c'est un rotor, c'est plus un système de piston. Oui, Parce que oui, du coup, c'est le rotor qui tourne, c'est une espèce de triangle ouais, et en fait, chaque côté du triangle qui est légèrement arrondi, dans son cylindre, comme tu dis donc explose, fait son explosion échappement 3 fois, ce qui veut dire qu'on a un rendement 3 fois plus important, mais 3 fois plus d'essence à injecter. et voilà, c'est ça. Et donc beaucoup plus, donc le circuit d'huile est d'autant plus complexe à mettre au point parce que, bah, du coup, on a, au lieu d'avoir un piston qui monte et qui descend dans un cylindre, là, on a un rotor qui tourne, donc ça veut dire, 3 fois plus de mouvement pour les mêmes «pièces» entre guillemets. Ouais, Donc et de mais toute bon, manière, c'était l le vas-y. vas-y, vas-y. Bah, la Mazda, de toute façon, elle était un peu moins performante et de toute façon, même s'il y avait pas eu l'interdiction avec le 3,5 litres, certainement que ce moteur-là ne serait pas allé plus loin, hein. Voilà, c'est ça. Enfin bon, tout ça pour dire que, voilà, en 91, c'était la victoire d'une non 3,5 litres, même si les 3,5 litres étaient pas encore, au point à l'époque. Ça déplaisait quand même pas mal à la FISA qui se disait: «Non mais attends, on fait tout pour mettre un règlement à la con avec des moteurs de Formule 1 dans un proto et c'est une voiture qui est ni une groupe C, entre guillemets, bien sûr, c'était une GTP, mais c'était la conception d'une groupe C, ni une 3,5 litres donc il se trouvait, Ouais. un petit peu con. Alors, est-ce que tu me permets d'expliquer aux gens pourquoi les fameuses 3,5 litres étaient si chères, à faire rouler et à entretenir? Vas-y, vas-y. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, le but d'une voiture d'endurance, c'est d'avoir à cette époque-là, donc avant qu'il y ait les chicanes, c'est d'avoir de la puissance pour aller vite dans les lignes droites d'une audière et d'être une voiture relativement légère pour rouler assez vite dans toutes les portions techniques, virage Porsche, Indianapolis, droite d'Indianapolis et compagnie. Donc à cette époque-là, on veut des voitures d'endurance. Donc des voitures d'endurance, leur philosophie de base, c'est de ne pas coûter trop cher à faire rouler, parce qu'on a besoin que la voiture dure relativement longtemps comparé à une Formule 1. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise des moteurs turbo. Le turbo permet d'augmenter artificiellement la cylindrée d'un moteur. Parce que pour qu'un moteur délivre de la puissance, soit on utilise... Alors, un moteur égaux, par exemple, je prends un V6 3 litres. Un V6 3 litres, si je veux lui donner, admettons, 600 chevaux, si je passe pas par un turbo, il va falloir que je le fasse tourner très 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 vite pour lui permettre de dégager de la puissance. C'est la Formule 1. Je sais pas, je prends un moteur au pif. La Le Formule meilleur 1 à exemple, c'est l'époque, en tout cas. 2006. Voilà, même récemment, avant qu'il y ait les turbos, en 2006, les V8, ils ont atteint jusqu'à 20 000 tours minute pour environ 760, 770 chevaux. Mais vous vous doutez bien qu'on peut pas faire tourner un moteur aussi vite sur 24 heures, c'est pas possible. Donc du coup, la meilleure solution pour avoir de la puissance en ayant une cylindrée faible et un régime moteur pas trop élevé, c'est de leur mettre des turbos. Donc, Porsche, par exemple, avec un 6 cylindres 2,8 litres, avec 2 turbos branchés en série, donc un qui va souffler à bas régime et un autre qui va souffler à haut régime, avec le fameux coup de pied au cul. Donc du coup, ça évite d'avoir un moteur qui prend trop de tours et qui a des risques de casser. Et par la même occasion, ce qu'il faut bien se dire, c'est que à l'époque, et ça c'est expliqué dans les articles de Laurent Chauveau, au final, même si c'est des voitures de course très performantes, les voitures de groupe C, c'est pas des voitures qui coûtent extrêmement cher à faire rouler. Bien sûr, c'est les protos les plus avancés de l'époque, mais comparé à ce qui est devenu le 3,5 litres, c'est beaucoup moins cher. Donc là, on est sur des moteurs turbo qui sont capables de sortir jusqu'à 800, 850 chevaux, tout en étant fiables, même si on baisse un peu la puissance en course, en baissant la pression de turbo.
Et là, à partir de 91, on demande aux constructeurs de développer des moteurs de 3,5 litres atmosphériques. Et si ces moteurs de 3,5 litres atmosphériques, on veut qu'ils soient performants et qu'ils soient pas, je sais pas moi, bridés à 400 chevaux et qu'on puisse pas aller plus loin, eh ben, il faut jouer sur un régime moteur très élevé, comme de la Formule 1, pour pouvoir leur faire développer 650 chevaux. Par exemple, le V10 3,5 litres de la Peugeot, en config max à 12 500 tours minute maxi, pouvait faire jusqu'à 780 chevaux, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça. Et pour la course, ils étaient obligés de baisser le régime à 10 000, 10 500, je crois, quelque chose comme ça, parce que sinon ça ne peut pas tenir. Donc du coup, on explique à des constructeurs à l'époque que sont Porsche, Jaguar, Sauber Mercedes, de développer des moteurs comme ça qui ne sont pas du tout dans leur savoir-faire, qui ne sont pas du tout dans leurs habitudes, de faire des moteurs complexes, des moteurs de Formule 1. Il faut savoir qu'à l'époque, démarrer un moteur de Formule 1, c'est un bordel pas possible. Il faut préchauffer l'huile, qu'elle soit à bonne température pour donner un coup de démarreur. Toutes les pièces sont très sensibles. Après chaque course, il faut tout démonter, il faut tout vérifier. Il faut faire un polissage des lumières. Ce qu'on appelle les lumières, c'est les entrées où il y a les soupapes d'échappement et d'admission. Il faut tout vérifier, absolument tout vérifier. Imaginez le coût d'entretien stratosphérique que ça représente. On insiste beaucoup dans les 3 vidéos là-dessus, mais un moteur de F1, mettre un moteur de F1 dans une voiture, dans un proto, c'est le prix d'un entretien de F1. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y avait aucune chance que cette formule réussisse parce que il aurait fallu demander à des constructeurs de se payer des moyens qu'ils n'avaient pas, tout simplement, même pour des gros constructeurs. C'est bien pour ça que, dès le début, Mercedes, qui avait un gros V8 5 litres turbo, avec un turbo de chaque côté, ils se sont lancés dedans avec un V12, qui faisait un bruit magnifique d'ailleurs. Il y a quelques vidéos sur YouTube de la Mercedes C291. Ça fait un bruit incroyable, c'est magnifique à entendre. À cette époque-là, on commence à se tourner vers des V8 un peu plus compacts avec des turbos. Exemple, les moteurs de Nissan qui étaient des 3 litres 6 V8. Toyota avait à peu près la même recette avant de passer en Sport 3 litres 5. Les autres constructeurs, je crois, en C2 par exemple, pour les privés, on était souvent sur des V8 à peu près des 3 litres 5, 3 litres 6, 4 litres, des trucs comme ça. Et là, on leur demande de faire des moteurs de F1. Voilà en gros pourquoi c'est pas possible de concilier les deux formules. Donc forcément, il y avait un moment où ça poserait problème. Exactement. Et voilà, c'est en fait, on t'écoute parler quand tu racontes tout ça, donc comprenez pourquoi, on fait des vidéos ensemble sur le Mans. Alors, j'ai vu déjà quelques commentaires, et dans le chat et sous les vidéos, on a détruit quelques enfances et quelques mythes, hein, avec, Alex. Alors, aller plus loin dans ce que j'allais dire, c'est un risque de faire démarrer, le dormeur du Val, d'une force qu'on ne pourra plus jamais l'arrêter. Mais c'est pas grave, on est lancé, le mal est fait, hein, mais c'est comme ça. On a détruit le mythe de Peugeot, hein, certains d'entre vous sont en train de dire, je ne regarderai plus jamais la 905 ou la Mazda de la même façon. Et oui, alors les voitures sont techniquement magnifiques, hein, comme on vient de dire, un bruit incroyable qui allait aussi vite que des Formule 1. On pouvait mettre la 905 sur un plateau de Formule 1, elle serait pas dernière, loin de là, elle serait vers le milieu de plateau. Heu, donc c'est incroyable techniquement. Mais voilà, ça représente toute, une période très délicate En pour plus de l'endurance. ça, les groupes C, elles faisaient autour de 800-820 kilos, je crois, pour les plus légères. Et là, on posait comme base un poids minimum 750 kilos. Quand on sait le poids que font les F1 maintenant, on se rapprochait déjà des standards de la F1. Les F1 à l'époque, c'était 595 kilos à vide, je crois, en 88 ou 89, quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on baisse le poids minimum d'une voiture, il n'y a pas de proportion, entre guillemets, dans le rapport avec le coût que ça représente d'alléger une voiture. Parce que passer par exemple de 1000 à 950 kilos, ça coûte pas le même prix en termes de développement que de passer de 800 à 750. Ouais, Ça veut dire qu'il faut passer par des matériaux composites, de la fibre de carbone, de l'aluminium, des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile à mettre au point que de dire bon, on va jouer sur l'aérodynamique, sur la carrosserie, ça veut dire qu'on va prendre des jantes en magnésium, des trucs comme ça. Enfin, tout augmente, tout augmente. Donc, on peut pas se dire ah non mais attendez, on a déjà des voitures très performantes qui font 800 kilos, qui vont très vite en courbe, parce que les groupes ça à l'époque ça va quand même déjà très vite. Et on se dit on va baisser encore plus. Est-ce qu'il y en avait besoin? Évidemment que non. Donc c'est pour ça que je dis dans la vidéo à un moment, à aucun moment je ne peux croire qu'il y ait eu parmi les personnes qui ont voulu mettre au point ce règlement, à aucun moment ça a été fait dans une optique de bon sens, dans une optique de raison. Tout était fait pour insidieusement, de façon quasi machiavélique,
forcer les constructeurs à aller en F1. Tout en faisant ce que tu appelais la terre brûlée, c'est-à-dire tout brûler derrière, c'est-à-dire les privés, et aussi bien les teams privés associés qui étaient en groupe C, avec par exemple les Porsche 962 Repsol, qui étaient performantes et qui pourtant n'étaient pas exploitées avec des gros moyens. Celles du team Newman, qui ont gagné, qui ont vaincu les officiels avec des 956 contre les 962 en 84 et 85. Laurent Chauveau en parle dans sa vidéo Ah génial, j'ai sur kiffé cette d'ailleurs. voiture, qui est une excellente vidéo d'ailleurs. Ouais. Enfin voilà, c'est s'il y a bien un truc qu'il faut retenir de ces vidéos, en tout cas c'est mon avis, j'oblige personne à le partager, vous vous ferez votre opinion avec vos lectures et vos différents avis qui en sortiront, mais il y avait rien qui était fait pour faire en sorte de préserver l'endurance. Pour moi, tout est fait pour la tuer. Et ils ont été très malins, la FISA et la FOCA, parce que même si on peut se dire ils y sont allés à coups de gros sabots, de méthodes mafieuses, voire de chantage, ils ont quand même réussi à convaincre Toyota de concevoir des voitures de sport 3,5 litres, Mercedes, Tom Wakinshaw Racing avec Jaguar, ils ont réussi à bien les embobiner quand même. Et jusqu'à 93, ça a été un énorme racket organisé. C'est Laurent Chauveau le raconte dans ses articles. Même le traiteur, même pour ta bouffe, une fois que tu es au circuit, dans le paddock, tu es obligé de passer par un traiteur où les coûts mais étaient stratosphériques, quoi. C'est tout allait dans. C'était du délire complet cette époque, du délire complet. Donc forcément, quand on les voit ces voitures, on se dit oui c'est génial, mais faut voir ce que ça cache, quoi. Je vais raconter une petite anecdote. Je collectionne quelques modèles réduits et j'avais trouvé une très belle Toyota TS010 à l'échelle 1,43 de 92, je crois. La bleue, la numéro 33 Casio, je sais plus si c'est celle de 92 ou 93, je crois que c'est 92. Et un très beau modèle réduit que j'avais touché pas cher, tu vois, de la marque HPI. HPI, c'est des miniatures très haut de gamme. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Je la vends». Je l'ai vendu, je veux plus ça. Et pourtant, je vais dire, dans ma collection, toutes celles que je garde, c'est que les japonaises. Et là, je lui dis: «Celle-là, c'est une japonaise, j'en ai rien à foutre, je la revends. Je veux plus de ces voitures». J'ai une 905 à la con qui traîne, bon, c'est invendable, mais elle est plus exposée, tu vois? Ouais. Ça représente tellement tout ce que je déteste dans le sport, et dans le sport automobile, cette période, que j'avais vraiment pas envie de conserver ça en mémoire, quoi. Alors on a une question qui est, ma foi intéressante. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les constructeurs inscrits n'ont pas engagé avec l'ACO des procédures contre la FISA? Question de Christopher Rivalin. Ben, le truc, c'est que alors, on sait pas tout sur cette histoire, mais je pense qu'il y a eu de grosses négociations entre le constructeur et la fédération à l'époque pour tenter de diminuer les coûts. Le problème, c'est que encore une fois, c'est une question de rapport de force. Et qui avait le leadership dans le rapport de force? Peugeot à cette époque-là. Peugeot, constructeur français, qui va rouler au Mans, qui va faire tourner 3 voitures. Donc si eux ont toutes les billes pour faire peser leur poids, faire peser leurs décisions dans la balance, les autres sont obligés de suivre. C'est ce qui s'est passé avec Mercedes pour la F1 à partir de 2014 avec le règlement du V6 turbo. Et on a vu où ça nous a mené. On s'est fait chier jusqu'à 2021, jusqu'à ce que Red Bull arrive à battre Mercedes. Mais à part ça, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, on s'est fait chier. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre. On expliquait ça l'année dernière quand on parlait un petit peu de l'avenir de l'endurance, c'est que le sport d'automobile, c'est simple à comprendre. Il y a des constructeurs qui ont des voitures à vendre. Selon les choix qu'ils vont faire, ils vont décider de s'orienter vers une discipline ou vers une autre. Donc à partir du moment où un gros constructeur met des moyens, qu'il s'engage dans un championnat, il veut que ce championnat, et donc leur victoire dans ce championnat, leur permette un maximum de visibilité. Donc c'est ce qu'ont fait Mercedes pour l'hybride en 2014. Depuis, comme par hasard, même si tous les constructeurs l'ont fait, mais c'est une période où Mercedes commence à vraiment passer par l'hybride pour tous ces modèles de série, etc. Donc un constructeur dit voilà, moi je veux bien m'engager dans ton championnat, par contre, ce serait bien si tu me permettais d'avoir un peu ce règlement-là, parce que moi j'ai un savoir-faire à mettre en place et à faire briller commercialement parlant. Et là où ça devient compliqué, c'est quand un autre constructeur s'intéresse à ça et qui se dit bon, j'ai bien compris que mon concurrent, c'est ça qu'il veut faire. Moi, voilà ma recette. On peut penser au groupe B, par exemple, à cette époque-là, où en 85-86, Audi, et pour le coup c'était légitime, fait du lobbying pour faire autoriser les 4 roues motrices. Et là, pour le coup, on peut vraiment parler d'avancées technologiques qui allaient dans le sens de l'époque, c'est-à-dire qu'en rallye, évidemment que c'était bien plus facile d'exploiter une voiture 4 roues motrices que 2 roues motrices. En termes de comportement, évidemment. Pas forcément en termes de coût, parce que développer les 4 roues motrices, c'est pareil, ça coûte une blinde.
Donc quand un constructeur s'engage dans un championnat, ce qu'il veut, avant même de gagner, c'est de la visibilité. Et quand il veut vraiment tout, comme Peugeot par exemple, ils veulent gagner à tout prix. Je dis bien à tout prix. J'ai fait des recherches quand on travaillait sur la vidéo. Les campagnes de pub à l'époque pour Peugeot sont dingues. On en parle à la télé, on en parle au JT de 20 h, on en parle dans des spots publicitaires, on fait des cartes cartes de cabine téléphonique à l'effigie des Peugeot. Enfin voilà, il y a tout un marketing qui se met en route, etc. Et pour le chaland, pour la personne qui est comme nous, qui n'est pas un passionné un peu autiste comme nous, où nous on peut passer des heures et des heures à regarder une course, le mec qui a un peu de budget pour s'acheter une voiture neuve à l'époque, il voit des affiches partout, Peugeot champion du monde d'endurance, tu vois. Et vainqueur 24 heures du Mans. Évidemment que ça fait vendre. Et c'est de bonne guerre. Mais le problème, c'est que quand on creuse un petit peu et qu'on voit que la victoire, elle se fait en ayant participé à décimer le peloton, qu'on gagne au lieu de gagner contre, je sais pas. Tu sais, euh, c'est comme ceux qui s'amusent à faire le calcul, tu sais, pour savoir qui est le plus grand sportif de l'histoire, à comparer des palmarès. Mmh. Mais si on s'amuse à comparer des palmarès sans aucun contexte, je veux dire, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire, heu, est-ce que les 7 titres de Lewis Hamilton, heu, ont la même valeur que les 7 titres de Michael Schumacher? Non! Moi, je suis pas forcément ultra fan des 2, mais il y en a un qui a gagné un titre en 2008 en ayant montré tout son talent avec beaucoup d'éclat, Lewis Hamilton, ça c'est incontestable. Lewis Hamilton est un excellent pilote, un des tout meilleurs de l'histoire, mais il a gagné dans des contextes différents par rapport à Schumacher. Après, Lewis Hamilton n'avait comme adversaire que Nico Rosberg, un peu Vettel en 2017, enfin même complètement Vettel qui est passé à côté en 2017, 2018 et aussi. face à Verstappen, là il est tombé sur un os. Schumacher, il a gagné avec Benetton 2 fois, il a gagné, 4 fois avec Ferrari. 5 fois. Tous les 2 ont bénéficié de périodes de domination, mais c'est pas la même chose. C'est comme, par exemple, je vais faire une comparaison plus simple. Imaginons, heu, tu t'engages dans un championnat, tu es avec une Ferrari contre des Twingo et tu gagnes 10 fois le championnat, c'est un record. Et tu vas dire: «Ah ouais, non mais attends, il y a un autre mec là avec sa Mercedes, il a roulé contre des Ferrari, des Porsche, il a gagné que 4 fois. Moi j'ai gagné 10 fois, donc je suis le plus grand de l'histoire». Bah non, il faut voir qui est en face. Quand on veut parler de sport et de palmarès, il faut le mettre en perspective avec le contexte de l'époque. Quels étaient les adversaires? Avec quel règlement? Avec quelles conditions? Avec quelle adversité? Donc, quand il s'agit du Mans, étant donné que c'est une course mythique, c'est le plus gros événement sportif, auto de l'année et pourtant c'est pas le plus médiatisé, la F1 passera toujours devant. Oui, forcément, même si tu gagnes avec personne en face, en termes de marketing, tu as gagné. Le problème, c'est que le public, on l'a berné assez longtemps avec ça. Il a retenu la leçon des Porsche qui se battaient toutes seules dans les années 80. Il a retenu la leçon des 2 victoires de Peugeot en 92-93 parce que des gens de notre époque, moi je suis né en 92, dans 93, donc j'étais pas né, je me suis renseigné sur le sujet. Mais les gens qui ont connu cette époque sont pas dupes, hein. On le voit dans les commentaires, les gens voient très bien qu'en 91, on a 48 voitures au départ, je crois. En 92, pardon, il y en a que 28. Le mec, il se dit: attends, je paye mon billet aussi cher que les autres, je veux le même spectacle. C'est pas pareil si tu vas avoir 50 voitures tournées que si tu vas en voir tourner que 28. Donc, ils ont eu cette leçon-là. Ils ont eu le vide de 94 avec la victoire de Doher, qui est une espèce de 962 homologué, via un habile montage du règlement et l'intelligence, malheureusement, de Doher Porsche, qui s'est démerdé pour faire homologuer une voiture de groupe C alors que c'était censé être une GT. Et après, on a eu donc les années GT avec McLaren en 95 jusqu'à Toyota en 99. Et après, rebelote, on se retape Audi pendant je ne sais combien d'années. J'ai vécu la fin de cette période-là lors de ma première année au Mans en 2005. Et voilà. Donc en gros, le mec au bord du circuit qui regarde la course, il n'a pas envie de voir que 3 voitures se battent pour la victoire. Il n'a pas envie de voir toutes les mêmes bagnoles. Il n'a pas envie d'entendre que 3 moteurs différents sur 60 voitures. Donc c'est trop facile, c'est plus aussi facile de le prendre pour un con qu'avant. Donc c'est pour ça que j'espère que dans le futur, on va
Certains vont essayer de mettre un peu leur ego de côté pour ne pas se retrouver avec des mecs du tempérament d'Ecclestone, de Balestre et compagnie. Parce qu'à cette époque-là, on était prêt à tout pour le pognon, parce qu'il n'y a pas d'autre. Bernie Ecclestone est quelqu'un qui aimait énormément l'argent, qui ne vivait que pour ça. Il n'y a que ça qui l'intéressait. Comme dit Jean-Louis Moncey, quelqu'un qui ne parlera jamais de tout ça, ce qui compte, c'est la famille. Et la famille, c'est ce qu'on entendait dans les familles mafieuses italiennes des années 50, 60, 70. C'est la famille. Et quand on sait quels moyens de pression ils ont utilisés lors de tout ce conflit, on peut parler de mafia, oui. Alors c'est un peu moins la mafia aujourd'hui, ça l'est quand même toujours, on va pas se mentir. Mais on espère que voilà, les gens vont bien comprendre, enfin les dirigeants vont comprendre que ce qui compte, c'est que les constructeurs puissent quand même faire leur business et que le public puisse s'y retrouver un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Je vous avais dit hein, qu'il allait pas s'arrêter. Non, c'est super intéressant, vraiment. Il y a une question aussi à propos de la 905 Supercopter. Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais pris le départ? Et parce que personne ne voulait reprendre le championnat 3 litres 5, du coup, à quoi bon engager cette voiture? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est tout simplement ça. Pourquoi, Et pourquoi mettre les moyens de faire d'une nouvelle voiture, prendre même des risques avec une nouvelle voiture, alors que tu sais que tu vas c'est la dire gagner? les c'est dire les moyens engagés par Peugeot à l'époque quand Ah même, oui, parce qu'il y avait oui, une oui. première il y avait une première version de la 905, une deuxième bis, la Supercopter, 4 grosses évolutions, enfin 3 grosses évolutions en à peine 3 ans. Donc si on nous dit: «Ah non, non, mais Peugeot, ils ont le même mérite que tous les autres à cette époque-là», non, non, non. Le règlement était fait pour eux, ils ont fait du lobbying pour l'avoir et ils ont gagné comme ça. Faut jamais l'oublier. Mmh. Alors, on va y avoir d'autres questions. Je vois que ça débat, c'est bien, le chat il est vivant, ça fait plaisir à voir et on est 184, oh là là, putain, mais on est nombreux, quoi. Incroyable. 196, chez moi. Ah ouais? Ouais, désolé, Ouais. j'ai du retard. Ah ouais, ça monte encore. Ouais, bonjour à tous, savez-vous? Hem, quel était l'intérêt de Balestre de s'attaquer à l'endurance en général et au mythe que représentent les 24 heures du Mans en particulier? Pourquoi épouser les intentions de Bernie Ecclestone? Ce qui fait le plus vendre pour la FISA et pour la FOCA, c'est enfin, en soi, la FOCA, c'est le pouvoir financier de la Formule 1. La FISA n'a pas de vocation financière. Malgré tout, voilà, il y a toujours des intérêts. La FISA, c'est le pouvoir sportif. La FOCA, c'est le pouvoir commercial. Et actuellement, pareil, la FIA, c'est le pouvoir sportif et la FOM, c'est le pouvoir commercial. Les deux ne doivent pas interférer. Malgré tout, voilà, il faut aussi, admettre que même s'il y a pouvoir sportif, il y a aussi de l'intérêt et les dirigeants du pouvoir sportif savent quel est l'intérêt, derrière, chaque décision. La Formule 1 rapportait beaucoup. À côté, Le Mans où ça gérait beaucoup moins justement, où la FOCA était, pas trop impliquée, dans les 24 heures du Mans, vous voyez que ça faisait un peu d'ombre à la Formule 1 avec des constructeurs qui s'engagent. Enfin, il y a que Porsche, OK, on s'en fout un peu. Lancia, bon, OK, d'accord, mais l'ancien se barre dans les années 80 et ensuite, il y a Jaguar qui arrive. Il y a Sauber Mercedes qui arrive. Pourquoi ils vont en endurance Nissan. et pas en Formule 1? Et en plus de ça, je te dirais que une des zones d'ombre, c'est que Balestre est président de la FFSA à l'époque, il prend que des décisions qui vont complètement à l'encontre des intérêts de la France dans cette histoire. Ah ouais! Il était clairement instrumentalisé par Ecclestone, et Mosley à cette époque-là. Lui, en plus, c'était le petit copain enfin, c'était l'ami de Prost, qui avait servi d'argument pour les fameuses unodières. Prost disait: «Oui, les unodières, c'est trop dangereux». Il n'avait jamais roulé dessus. Heu, c'est Ouais. ça qui est moi, ça fait partie des choses que j'aimerais savoir et que, bah, il faudrait faire un énorme travail d'archives qui est compliqué à faire parce qu'il faudrait retrouver des je crois qu'il y a que l'Auto Hebdo à peu près à l'époque qui osait parler de ce sujet, assez ouvertement. Parce que moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, autour de Balestre à la FFSA, il y avait forcément des gens qui se disent: «Non mais attends, tu peux pas participer toi en tant que Français à, complètement faire effondrer le mythe du Mans en supprimant une audière, en niquant le plateau. Mec, défends un peu tes intérêts, quoi. C'est le parfait collabo, comme par hasard. Par contre, là, faut faire gaffe, faut pas aller trop loin dans cette direction-là parce qu'à tous les coups, même si on est en live, j'ai pas envie que mes Non, mais Balestre a un passif, pendant la il a Seconde Guerre avéré, il a mondiale, avéré, il a avéré, bon, on a le droit de le dire, de toute façon, c'est oui, la oui, de toute liberté façon, oui. d'expression. Oui, là, oui. Il est avéré que Balestre a une histoire trouble pendant la guerre, et cetera. Ce monsieur est mort, on va pas raconter tout un tas de conneries à son sujet.
Mais voilà, il y a des histoires louches à son encontre, les gens se feront leur opinion, mais voilà. C'est quelqu'un qui potentiellement avait peut-être, intérêt à satisfaire les intérêts de quelqu'un, qui n'est pas de son pays ou qui, a de l'argent à proposer ou des choses comme ça, quoi. Et quand on voit à quel point il s'est soumis à Balestre et à Ecclestone et Mosley, à cette époque-là, voilà. Quelqu'un quand même qui donne son aval pour supprimer l'homologation des circuits français, donc de la FFSA, donc de l'organisme dont il est le dirigeant, c'est quand même très fort. C'est comme si, moi je suis dirigeant de Roland je suis le patron de Roland Garros, tu vois? Et je dis: «Non, non, on annule le tournoi, on va faire Roland Garros, en Espagne», tu vois? Ouais. C'est la même chose. Hem, il y a une question intéressante. Question, beh, je l'ai perdu de vue la question, mais Ouais, je suis en train de les chercher aussi parce que depuis tout à l'heure je parle beaucoup, désolé, non, mais c'est mais intéressant. du coup j'ai pas regardé Hem, trop les ah voilà. Est-ce que alors là, on passe sur, un thème un peu uchronique, hein. Est-ce que vous pensez que si la fusée à la Foca n'avait pas détruit l'endurance, est-ce que l'endurance serait devenue plus aussi intéressant que la Formule 1? Ça dépend de quel point question de vue, hein, qu'on j'ai envie de dire, pour les constructeurs, ouais, peut-être. puis c'est une question à laquelle on n'aura jamais la réponse parce que Ouais. Heu, on en parlait l'autre fois, fin des années 80, on a McLaren avec Honda, on a Williams avec Honda, puis avec Renault. Donc les constructeurs sont pas totalement engagés en Formule 1. Renault Là, venait de j'ai se un bouq barrer, hein, dans les années 80. En 85, c'est la dernière année de Renault avant leur retour en 2002, fait en 2001, mais officiellement en voilà, 2002. il y avait toujours Ferrari évidemment, mais l'ère entre guillemets, ce qu'on appelle des constructeurs en F1, c'est surtout les années 2000 avec Renault, avec Honda via Barre, mais bon, ils mettaient bien en avant leur image de Honda. McLaren Mercedes qui arborait le logo à l'étoile sur sa voiture. Jaguar, Toyota, enfin voilà, l'ère des constructeurs, c'est ça. Donc ça, leur projet, on pourra dire que un peu rétroactivement, il a quand même fini par se mettre en place. Ouais. Avec, comme par hasard, ça coïncide avec la fin du GT1 en 99. À partir de 2000, il y a que Audi, et c'est à partir du début des années 2000 qu'on a tous les grands constructeurs qui viennent en F1 ou qui reviennent. Ouais, alors désolé, je suis en train de regarder. Hem et du coup, on doit remettre en question les victoires de certains constructeurs romans, Audi début 2000, Peugeot 905, Toyota en ce moment, ou est-ce que ça reste malgré tout un exploit? Ah, ça reste des contextes très différents. Ouais, des contextes différents, ouais, 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 ouais. Porsche s'est relativisé dans les années 80. Alors, si on peut expliquer, parce que souvent les gens ont tendance à dire au bord du circuit: «Ouais, mais Toyota, il gagne tout seul comme Audi, comme Porsche». Non, c'est pas exactement la même chose. Dans les années 80, ce qu'on explique au début de la vidéo, au début du premier épisode, c'est qu'il y a un règlement groupe C qui est créé, qui est une idée plutôt bonne, mais qui a du mal à satisfaire les constructeurs. Parce qu'à cette époque-là, on commence à se rapprocher du rallye, il y a le groupe B qui va émerger pas longtemps après, il y a la Formule 1 qui bat son plein avec l'époque des turbos. L'innovation technique, elle est surtout en F1 à cette époque-là. Donc Porsche, eux, ben, ils avaient développé une voiture pour l'endurance. Ils étaient attachés à leur image de fiabilité et l'endurance, c'était bien pour mettre en avant cette image-là. Donc oui, il y avait un peu que Porsche que ça intéressait, ils se sont retrouvés tout seuls. Peut-être qu'à l'époque, alors je me suis pas trop penché sur la question, mais peut-être qu'à l'époque, ils ont fait du lobbying aussi pour favoriser un règlement qui leur convenait. Mais c'est pas les mêmes proportions que Peugeot en 92 et 93. Ensuite, donc Porsche en 92-93, on en a parlé. Audi dans les années 2000, eux, ben en fait, Audi c'est un peu un concours de circonstances parce que, par exemple pour Toyota, la GT1, qui a commencé à être développée en mars 97, s'arrête fin 99, alors que la Toyota GT2, André de Cortanze, l'ingénieur en chef de l'époque, avait déjà dessiné la GT2. Il a d'ailleurs, je sais plus si c'est la GT1 ou la GT2, mais il a d'ailleurs un morceau de cockpit de la bagnole de l'époque chez lui, exposé chez lui. Truc qu'on verra jamais en photo. Je sais plus si c'est la GT1 ou la GT2, mais il a un bout de la GT1 ou de l'hypothétique GT2 qu'on n'a jamais vu chez lui. Donc à cette époque-là, Porsche, qui vit une période de vache maigre en 90, ils décident d'arrêter les frais en endurance pour se concentrer à leur voiture de série. Ils ont la Porsche 996 qui marche pas très bien parce que elle avait un peu, comment dire, fait chasser les puristes qui aimaient les moteurs refroidis à air.
parce que la recette de la 911, c'est un flat 6 refroidi par air en porte-à-faux arrière. Et à cette époque-là, donc il y a plus les phares ronds à l'avant, il y a, donc le moteur à refroidissement liquide, ça plaît pas aux puristes, les ventes sont en chute libre, donc voilà, stop le sport auto. Toyota décide donc d'interrompre la GT1 pour aller en Formule 1. Mercedes, bah, si elles s'étaient pas envolées les CLR et qu'ils auraient gagné, peut-être qu'ils auraient continué. Panoz, eux, ça faisait depuis 97 qu'ils étaient là. Ils n'ont pas les mêmes moyens que des gros constructeurs, donc ils pouvaient pas continuer éperdument à s'engager dans la Sarthe, surtout s'ils n'avaient pas les moyens de gagner. Et donc là-dedans, bah, Audi se retrouve un peu tout seul, oui. Et le règlement LMP1 de l'époque, donc LMP 900 dans un premier temps, puis LMP1, n'attirait pas les constructeurs. Voilà, c'est comme ça. Et les privés qui étaient en face, malheureusement, c'est ça le souci, c'est que peut-être que les équivalences de performance entre les différents protagonistes, Audi et les autres, donc à cette époque-là, il y avait Zytec, il y avait Pescarolo, avec des châssis Courage, il y avait Courage eux-mêmes. Nissan aussi s'était barré d'ailleurs en 99 pour se concentrer un peu plus sur leur championnat Super GT, même s'ils étaient engagés dedans depuis longtemps, voilà, ils voulaient se consacrer à fond à ça. Nissan, je crois aussi qu'à l'époque, ils travaillent sur le Dakar, mais bon, c'est pas les mêmes budgets que la F1 ou que l'Endurance. Voilà, Audi, ils ont un peu, ils y sont un peu pour rien dans cette histoire. Alors, quel lobbying ils ont fait encore une fois pour le règlement LMP 900 qui leur a permis de gagner à partir de 2000, je sais pas. Faudrait creuser le sujet, mais c'est pas la même chose. Ensuite, la suprématie d'Audi est remise à plat avec l'arrivée de Peugeot, le retour de Peugeot avec un règlement diesel. Et ça, si on en parle à Henri Pescarolo, il va certainement faire des bons parce que la condition pour que Peugeot vienne et que Audi continue, c'était d'être sûr d'avoir la pleine lumière des médias et donc d'un règlement qui leur permettait d'être vraiment devant les autres. Parce que une LMP1 essence en 2007, ça fait à peu près 650 chevaux. Et l'ingénieur en chef de chez Pescarolo en 2008, via un calcul assez savant, avait pu calculer que la puissance d'une Peugeot 908 en config qualif, c'était 858 chevaux en 2008. Il avait envoyé un mail à à Bruno Famin, je crois, à l'époque, qui était l'ingénieur en chef de chez Peugeot. Et donc, il y avait des liens étroits, évidemment, entre Peugeot et Pescarolo, parce que Peugeot a fourni pendant un moment des moteurs à Henri Pescarolo pour son équipe. Il lui avait répondu: ah oui, oui, tu as raison, notre Peugeot fait bien 850 chevaux. Donc, dans la même catégorie, on avait des voitures qui étaient 200 chevaux plus puissantes que les autres. Donc voilà, la rivalité diesel, en plus avec des voitures qui faisaient pas de bruit. Je m'en souviens quand j'étais au Mans, j'ai connu toute cette époque. Les gens étaient au bord du circuit, ouais, on a une belle baston, mais le problème c'est que bah voilà, on a des voitures qui font moins de bruit que le scooter du coin, tu vois. Ouais. Donc forcément, ça faisait un peu chier. Et puis Toyota qui se retrouve tout seul après 2018, bah là, c'est pas vraiment du lobbying de leur part. Il faut bien comprendre euh, que Toyota est venu remplacer au pied levé Peugeot qui est parti en 2012. Ils ont développé leur voiture en un temps record, ils ont fait une très bonne voiture, la Toyota TS030 c'était une très bonne voiture. Ils n'ont pas mis longtemps à être compétitifs face à l'ogre Audi qui avait un savoir-faire de plus de 15 ans d'endurance. Oui, 12-13 ans. Ils sont compétitifs dès 2014, Toyota. Ils abandonnent le développement pour favoriser 2016 avec un nouveau moteur turbo. Et ça nous donne deux belles éditions en 2016, un peu moins en 2017, parce qu'évidemment, il y a eu la course décapitée très vite par leur déroute. Je Mais voilà, rigole un il peu y parce avait que bagarre. je sais quelle est ta relation avec ces deux éditions-là, mais. J'en parlerai après si tu veux, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me restera toujours en travers de la gorge. Enfin, je continue après, je livrerai les anecdotes si tu veux. Ouais. Mais donc on a Toyota qui se retrouve tout seul en 2018, mais ce qu'on peut pas leur reprocher à Toyota, c'est que eux, ils ont investi dans le règlement 2012 avec pas trop de puissance hybride. On était à 550 chevaux thermiques et 230-240 chevaux en hybride. À partir de 2014, on va encore plus loin avec l'hybride, et c'est là, je me souviens, Jean-Luc Roy, notamment à l'époque, avait dit ça commence peut-être à aller loin ce truc, parce que les budgets ont doublé. Hein. Entre 2013 et 2014, les budgets ont doublé. La puissance hybride était tellement énorme, c'est 4 fois supérieur à la F1 dès 2014, ça n'avait rien à voir. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que donc, Toyota se plie donc, à ce règlement 2012, se plie au règlement 2014, conçoit une nouvelle voiture pour 2016-2017,
et donc 2018 avec les TS 050. Eux, ils ont toujours suivi, ce qu'on leur a demandé de faire. Ils se sont pliés au règlement. Ils sont venus pour s'installer sur la durée. Ça fait quand même, depuis cette édition, ça fait 10 ans maintenant que Toyota est dans la Sarthe. Ils ont, eux, contrairement à d'autres marques, ils ont pas fait un lobbying si grand que ça pour avoir un règlement qui était taillé pour eux. Ils ont été les premiers à faire une hypercar qui fout un peu tout le monde dans la merde, il faut bien le dire, parce qu'avec le LMDH, on sait pas ce que ça va donner. Et puis le LMP1 coûtait très cher. Voilà, des voitures qui faisaient 870 kilos, je crois, à leur plus fort, avec une pole en 3,14 en 2017. Le niveau de performance de ces voitures était incroyable quand on voyait ça depuis la course. 3,16 pour la pole de la Porsche en 2015. Enfin voilà. Donc il faut bien comprendre que voilà, il faut pas forcément mettre tout le monde dans le même sac. Euh, il y a des périodes différentes, des contextes différents, et on peut pas dire à chaque fois qu'un constructeur se retrouve tout seul, non, non, mais c'est le méchant, il a fait tout pour avoir personne autour de lui, non. Dans la philosophie de Toyota, je pense que je dirais pas de bêtises en disant ça, gagner tout seul, ça les enchante pas Toyota. Ils restent parce que, ils ont été les premiers à la toute première voiture hybride, qui marche, c'est la Toyota Prius. Ils ont un véritable savoir-faire là-dedans. Toyota est une marque qui vend beaucoup de voitures hybrides, donc ils ont intérêt à continuer de vendre ce condensé entre un moteur thermique et un moteur hybride. Ils ont une réelle question d'image à défendre. Donc c'est légitime pour eux de le faire. Et je pense qu'ils arrivent, entre guillemets, à bien concilier leur côté marketing et la compétition, parce que ils acceptent. Je veux dire, ils n'étaient pas obligés d'accepter aussi facilement qu'on leur bride leur moteur hybride cette année au Mans. On leur dit que leur système hybride va se déclencher qu'à partir de 190 km/h. Avant, c'était 120. Ça leur donnait un réel avantage. En plus, on est passé de 8 mégajoules de puissance hybride à moins de 2, je crois. Donc Toyota, ils ont quand même accepté pas mal de choses. Ouais. Le truc qui me fait peur, c'est que Toyota a annoncé développer une nouvelle voiture et pour 2023 ou 2024, je crois. Et si ça marche pas, là, je pense qu'ils pourraient peut-être partir parce qu'ils pourraient se dire: «Bon les gars, on a gagné 3 ou 4 fois, certes pas comme on l'aurait voulu, mais on a quand même gagné 3 ou 4 fois. On a quand même dépensé des millions et des millions et des milliards là-dedans. Au bout d'un moment, stop, quoi». Ouais. Parce que 10 ans de présence continue au Mans, c'est quand même, on n'est pas loin d'un record, hein, donc il se pourrait que le vent tourne. J'espère pas. Parce que moi, j'aimerais voir, je vais pas m'en cacher, je suis un fan du Japon en termes de voitures. Moi, quand je vais au Mans, c'est simple. Il y a des Ferrari partout, des Lamborghini partout. Moi, si je vois une Toyota Supra MK4 ou une Nissan Skyline GT-R 33, je suis comme un dingue, hein. Moi, c'est celle-là que je veux, hein. Les Ferrari et tout, j'en ai rien à foutre. Par contre, tu mets des belles japonaises, je suis en sueur totale, hein. Il y avait une année sur le parking rouge, je me souviens, il y avait 3 Toyota MR2 turbo, rouges garées les unes à côté des autres, mais j'ai passé 1 heure devant, hein. J'étais là, non mais c'est un truc de ouf et tout. Il y a 3 Toyota MR2, toutes des imports japonais apparemment. Enfin voilà quoi. Donc j'aimerais pour le Japon, parce que moi j'aime l'approche japonaise de l'automobile, ce qu'on appelle la philosophie Kaizen, c'est-à-dire prendre quelque chose et au lieu de le jeter quand il est plus bon, bah, essayer de l'améliorer au fil du temps, etc. Ça, c'est une philosophie totalement japonaise héritée de leurs deux bombardements des Américains à Hiroshima et Nagasaki, où il y avait un pays qui était totalement à reconstruire. J'aime cette philosophie-là et pour toutes ces raisons, j'aimerais voir un jour Toyota gagner avec de la concurrence en face, quoi. Parce que moi, ça m'amuse pas de les voir gagner avec personne en face, hein. Ça me fait chier, hein. Cette année, j'espère que Gikenos va vraiment réussir à les emmerder. Ouais. Je pense que ça se fera pas, mais j'aimerais bien, quoi. Mais dans la lutte entre, par exemple, Toyota et Alpine qu'on nous survend, je suis derrière Toyota, moi, hein. Bah, moi aussi, parce que c'est vrai que l'Alpine, elle a un côté artificiel, quoi. Ouais, j'ai Il pas y a envie de écrit voir une Alpine LMP1 dessus, gagner, hein. il y a écrit Alpine dessus, donc oui, ça fait un peu vendre les gogos qui sont, enfin les gogos non, ils ont le droit de pas connaître les trucs autant que nous, mais voilà, ça fait vendre parce qu'Alpine, ils font des belles voitures, et cetera, et puis ils ont le droit. Après tout, c'est le règlement qui leur permet, hein, et puis Philippe Sino, c'est pareil, ça fait des années qu'il met du temps et de son argent au Mans, il a le droit de considérer que sa voiture, puisse se battre avec les autres. Donc oui, c'est sûr, c'est chiant de voir une LMP1 bridée. Moi, j'ai vu tourner à la journée test en 2019, la Rébellion R13, à l'époque où elle était le plus performante, c'était une voiture qui marchait extrêmement fort. La voir, être à 10 secondes en qualif, oui, oui, moi ça m'emmerde. Mais c'est comme ça et ça fait quand même une voiture en catégorie 1 en plus, donc
Faut se contenter de ça, ça fait chier, c'est une période de vache maigre, mais pour l'instant, on n'a que ça à se mettre sous la dent. Et quand on fait le parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 90, avec maintenant, on se dit: «Putain, on n'a plus que 5 voitures en catégorie reine, dont une qui est, bah, une ancienne comme elle était les groupes à l'époque, hein», c'est pour ça qu'il faut pondérer un peu le propos, c'est que, c'est des voitures où tu as des mecs qui se sont fait chier à la développer, à la faire rouler, et la catégorie se casse la gueule, on lui dit: «Ah bah non, tu viens plus». Bah non, moi je trouve quand même bien qu'on puisse lui permettre de rouler, et il me paraît normal que Toyota garde un petit avantage et Glickenhaus aussi parce qu'eux ont conçu une nouvelle voiture. Mais un petit avantage, pas les foutre à 4 secondes autour, et c'est pas ce qui se passe, donc on peut quand même saluer, l'intelligence de la CO de pas avoir totalement bridé la Alpine, quoi. Ça Ouais, serait, en même temps, ils ont pas trop le choix parce que sinon ça fait une voiture en moins et déjà que tu en as que 5. ouais, c'est ça. Enfin Il y a voilà. il y a une question, intéressante. Y a-t-il quelque chose que le dormeur nouvelle ne connaît pas sur les 24 heures? Sais-tu Oh ce que tu beaucoup. ne sais pas? Il y a beaucoup de choses que je sais pas sur Le Mans, hein. Je suis pas dans les paddocks, quelqu'un comme Laurent Chauveau aurait 1000 anecdotes à nous raconter. Moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup me renseigner autour du sport automobile, et c'est aussi parce que j'ai un regard critique sur les choses. Moi, le sport de haut niveau, disclaimer, ça ne me fait pas rêver. Le sport de haut niveau, c'est avant tout, je le répète, du pognon, et moi, vu que j'aime les bagnoles qui font du bruit, qui roulent et qui vont vite, forcément, j'aime le sport automobile. Mais quand je suis au bord de la piste, je suis pas dupe. Quand je vois les Toyota tourner, en 3.14 en 2017, que je suis au bord du circuit, je me dis: «Putain, qu'est-ce que ça va vite!» Mais on en a que 5 quoi. 3 Toyota, 2 Porsche. Mmh. Je dis: «Il y a pas comme un problème quand même?» C'est c'est comme ça, hein, mais non, non, c'est impossible de tout savoir sur une course aussi riche, hein, mais ce qui est intéressant quand on est vraiment passionné, c'est de se pencher sur les coulisses aussi, parce que c'est bien beau, hein, les titres dans la presse qui disent: «Ah oui, 5e victoire de Toyota», ou je sais pas moi, 50e victoire d'Audi, de Porsche, je sais pas quoi. Oui, mais derrière, il y a quelque chose, hein. Et ça fait vendre des journaux, mais les journaux, ils se contentent de dire: «Ah oui, avec le peu de concurrence en face». Ouais, mais les gars, là-dessus, il y a des sujets dont vous parlez pas, quoi, et c'est pour ça que moi, je salue, d'autant plus le travail de Laurent Chauveau. C'est que, lui, aujourd'hui, c'était le seul à en parler de ça. Il y en a plein qui sont là et qui sont complètement, comment dire? Fascinés par les Peugeot qui ont gagné parce que c'est une marque française, cocorico machin. On s'en fout. Elle a gagné avec quasiment personne en face, la 905. Quel intérêt il y a? Quel intérêt il y a? C'est comme, oui, Peugeot Audi, oui, c'était un beau duel. Oui, OK, c'est un beau duel, mais tu as que 2 voitures qui se battent pour la victoire, et de toute façon, dans le sport automobile, c'est très rare C'est ouais. que dans n'importe quelle discipline, il y ait plus de 2 ou 3 marques au mieux qui arrivent à se battre pour la Au victoire. mieux, tu en as 3, hein, 4, c'est chaud, hein, d'en avoir, hein, donc C'est ça. c'est pour ça on nous vend encore une fois, ça on l'a dit et redit, mais on nous vend encore une fois un plateau incroyable, une bagarre, 16 voitures, 20 voitures, soyons fous, qui se battent pour la victoire au Mans, en 2023, même en 2024 et tout. Non, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Moi, si ça arrive, je m'engage à me raser intégralement la tête. Notez ce jour-là, mais je pense que je peux être assez confiant pour mes tifs. Mais non, c'est le sport auto, c'est trop complexe pour que ce soit aussi facile. Oui, et puis il y a trop de personnes qui ont intérêt à gagner et que les autres ne gagnent pas. Ouais. On n'est pas, comme on le répète encore, mais faut bien comprendre ça, personne se dit: «Attendez les gars, on va dépenser des millions et puis on va être super fair-play, un coup c'est toi qui gagne, un coup c'est moi qui gagne». Non! Les mecs, ils investissent des sommes folles, quand je parle de constructeurs, hein, je parle pas, Glickenhaus par exemple, on en parlera après, c'est différent. Mais un constructeur, il vient, il a des bagnoles à vendre, il a un business à faire tourner. Il peut pas se dire: «Bon, bah, je vais venir, ouais, je vais proposer une belle bagarre, mais je me fais latter à chaque fois, quoi». Non. Au bout d'un moment, il veut gagner. Donc si le règlement tel qu'il est ne permet pas de gagner, ils vont faire du lobbying pour leur que le règlement les arrange un peu plus. Et ça, c'est l'histoire en général du sport automobile. Un constructeur n'arrive jamais, «Salut, est-ce que je peux jouer avec vous?» C'est comme quand tu es au CP, que tu as des gamins qui jouent avec des ballons en mousse, tu arrives pas en disant: «Ouais, je peux jouer avec vous». Bah non, tu vas faire en sorte de pouvoir gagner. Donc tu vas modifier le terrain, tu vas modifier la taille du but, je sais pas quoi. C'est c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a Sam Eyre qui dit: «Est-ce qu'on est quand même optimiste pour les années qui viennent?» En soi, je vois pas, je préfère malgré tout voir plusieurs constructeurs, même s'il y a que 2 à 3 voitures, enfin 2-3 marques qui se battent, mais avoir quand même une différence visuelle plutôt qu'une monotonie, qu'on a actuellement, visuelle et auditive d'ailleurs, et puis avec les, nombreux constructeurs, parce qu'on n'en parle pas par rapport à l'hypercar, mais les nombreux constructeurs qui devraient venir en GT,
On va en prendre plein la vue. Maintenant, niveau spectacle, ça sera peut-être pas forcément mieux, mais je suis malgré tout optimiste et je préfère voir des constructeurs qui donnent une envie, qui font ressentir une envie de venir faire de la course automobile, plutôt des constructeurs qui se disent: «Ouais, on va peut-être partir». Donc en Bah, soi, c'est assez rassurant. de toute façon, avec la période un peu pourrie qu'on vient de vivre, bon, on va pas non plus, cacher notre joie Ah de voir non, Peugeot, Cadillac, BM, je suis heureux de voir toutes ces voitures, ouais. Honda, Acura, venir. Qu'on verra quand elles sont sur la piste et il y aura certainement moyen qu'ils s'entendent pour faire en sorte qu'il y ait un peu de bagarre et que les intérêts des différents constructeurs, en termes de marketing, soient représentés. Honda, Acura a intérêt à être présent aux États-Unis et en Europe. Cadillac en Europe, pas trop. Je veux dire, Cadillac a aucun intérêt en termes d'image à gagner Le Mans, forcément, même pour les États-Unis. Les États-Unis, eux, ils ont la NASCAR, ils ont l'IMSA, ils ont les 500 miles d'Indianapolis. Ça reste des gros passionnés de sport automobile et ils suivent Le Mans avec intérêt. Mais je veux dire, mais c'est pas au niveau des 500 miles, de l'IndyCar, de la NASCAR et toutes ces choses-là. Donc, à voir. Après, Cadillac a quand même une petite histoire en endurance, notamment avec les Cadillacs sponsorisés par Northwest en 2000, qui étaient censés un peu concurrencer les Audi, mais qui n'avaient pas le budget à consacrer comme Audi. Donc on verra, mais bon, on a quand même des constructeurs qui ont l'air de vraiment vouloir s'engager. Ça part quand même dans le bon sens, dans le sens où on s'est quand même démerdé pour réduire un peu les coûts, pour que les pertes soient un peu plus minimisées qu'avant pour les constructeurs. Donc bon, on peut être quand même assez optimiste. Maintenant, comme on l'a répété 1000 fois, tant qu'elles sont pas sur la piste à la journée de test et tant qu'elles sont pas performantes, on ne dit rien. On attend de voir. Ouais. J'ai vu, 2, questions qui sont, bien, en fait, bien, je vais pas porter jugement de valeur, mais que j'ai eu retenues. Encore faudrait-il que je les retrouve. Ouais, par contre, on est d'accord que l'intérêt de la course auprès du grand public est en baisse alors qu'on essaie de nous faire croire le contraire. Alors, ça dépend Oui, vraiment non. de quoi, mais j'ai envie de dire non parce que quand on voit, sur les 2 dernières années, la Formule 1 est le sport qui a pris le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, bah, sur ces 2 dernières années. C'est le sport qui a pris le plus d'abonnés. Bon, c'est du Netflix, hein, évidemment. C'est pas, il y a alors dans le public Netflix, j'ai pas envie de faire des généralités, bien sûr que non, parce qu'il y en a qui ont l'envie de découvrir et il y en a qui arrivent en pensant que c'est, du cinéma. Alors que le sport, non. Et ça rejoint une autre question que j'ai vue et ce qu'on disait aussi. Le sport automobile, à la base, en tout cas en Europe, c'est des constructeurs qui veulent vendre des bagnoles. Le sport automobile a été créé pour démocratiser un nouvel objet, un nouveau moyen de transport qui s'appelle l'automobile. Et puis les constructeurs ont commencé à se faire la course pour montrer: «Ah, ma voiture est meilleure que la tienne. Ma voiture vaut mieux que la tienne, elle tient plus longtemps, elle va plus vite». C'est pour ça que des records Eh de oui, vitesse à la con, ça sert à rien de rouler à 500 km/h. Quand c'est limité à 80, on s'en fout, mais ça fait vendre. Ça donne la visibilité. Et après, évidemment, pour se doter, enfin, pour avoir les meilleures chances de victoire possibles, donc pour être encore plus sûr de montrer que leur voiture est meilleure que celle du gars d'en face, ils ont pris les meilleurs ingénieurs, ils ont pris les meilleurs pilotes. Mais en soi, c'est une affaire de constructeur, le sport automobile. Dans le but de vendre des bagnoles, hein, et on en reste toujours là. Et au final, l'ADN même du sport auto, elle est là. Quand je vois qu'il y en a qui disent, justement, par exemple, de la Formule 1, que le DRS, tout ça, c'est pas dans l'ADN, je sais pas, que le halo, c'est pas dans l'ADN. Si on veut vraiment respecter l'ADN de la Formule 1, on enlève les ailerons, on enlève les ceintures, on enlève les casques. Voilà. Mais en soi, même les fins des années 50 ne ressemblaient en rien aux premières voitures du sport automobile. Du coup, on peut remonter et tout. Mais au final, l'ADN propre du sport automobile, en tout cas pour un constructeur, n'a pas changé. mmh, C'est vendre des bagnoles. Montrer qu'on va plus vite. Et si on met, je sais pas, 500 millions d'euros sur la table pour gagner et qu'on se fait humilier comme Toyota, par exemple, en Formule 1 ou comme Jaguar en Formule 1, et ben on se barre. bah, évidemment. Voilà, hein, c'est tout con. Alors Aucune là, équipe, y a c'est quelque chose de rationnel. Je sais pas, moi, tu montes un business, n'importe lequel, tu as mis des sommes folles dedans, au bout de 5 ans, tu as des dettes de partout, tu vas pas continuer. C'est évident, ouais. c'est évident. Et donc comme l'endurance n'est pas quelque chose d'aussi vendeur en termes de marketing, en termes de télé, que la F1 ou que d'autres disciplines,
C'est bien pour ça qu'on n'a pas des programmes longs, comme en F1. C'est simple à comprendre ça. C'est pour ça qu'il faut relativiser le fait de ne pas avoir trop de constructeurs qui jouent pour la gagne. Autant en avoir quelques-uns, mais pas trop, que d'avoir je sais pas combien de constructeurs avec des mecs qui partent tous les ans, d'autres qui arrivent, et cetera. On pourrait se dire: «C'est cool, il y a de la nouveauté», mais souvent pour une arrivée, il y a 2 départs, donc ça se passe pas comme ça. Alors question, pour moi, est-ce que je compte aller au Mans en 2023? Je compte aller au Mans en 2023 évidemment pour les 100 ans. Ça fait longtemps que je suis pas allé, ça fait 11 ans, hein, la dernière fois que j'étais au Mans, donc oui, j'ai envie d'y retourner certainement l'année prochaine et je vois quand même qu'il y a des gens qui soutiennent tes goûts japonais. Ah, c'est pas Heu, ce qu'il y a de plus populaire alors que pourtant, ah mais enfin je moi je sais pas, comprends, hein. c'est un serpent de mer, hein. Moi mon fantasme automobile, c'est pas des bagnoles qui coûtent des millions, hein. C'est une Toyota Supra à 60 000 €. Enfin, même les prix sont en train de s'envoler parce que Alors, avant, tu avais pas le droit de faire rouler des voitures importées aux États-Unis. Et depuis quelques années, maintenant, tu as le droit de les faire rouler. Ce qui fait que les Américains rachètent tout et que les cotes ont complètement augmenté. Il y a de ça 7-8 ans, tu pouvais trouver sur le Bon Coin une Scalene R34 GTR à 50 000 - 60 000 €. Maintenant, c'est 100 000 € minimum, par exemple. heu, d'ailleurs, j'ai une petite Toyota Yaris moi. Bon, elle fait pas rêver, hein. Elle paye pas de mine hein, d'ailleurs, de moins en moins, hein. Pour anecdote, elle était en panne pendant, 9 mois, il fallait refaire toute la culasse et tout, c'était chiant. Bref, mon top 3 des événements sportifs en France, les 24 heures du Mans, le Grand Prix de France, le Grand Prix de Pau. Ouais, je pense que c'est ça, hein, honnêtement. Dans l'ordre en plus, oh là là, qu'est-ce que je suis fort. Hem, alors le Grand Prix de F1 le même week-end que les 24 heures du Mans, on en parle, ça me casse les couilles franchement. Mais, Bah, ça, c'est Azerbaïdjan, Bakou va attendre un petit peu, hein, parce que moi, c'est Le Mans first, hein. et pourquoi on met une date de F1 où il y a les 24 heures du Mans? C'est pas compliqué à comprendre, hein. Pour éviter aux pilotes qui voudraient faire le Mans d'aller les faire Et et ouais. donc de briller sous une autre bannière. C'est aussi simple que ça. Il y avait eu une commission calendrier instigée par Jean Todt à la FIA, qui était soi-disant faite pour éviter les clashs de dates entre la F1 et les autres disciplines. Non, en réalité, c'était pour la F1 et la Formule E, pour être sûr que les 2 plus gros championnats dans lesquels investit la FIA ne soient pas, ne soient pas mis à l'ombre par d'autres championnats. Aussi simple que ça à comprendre, hein. Ah ouais, c'est ça, hein. De Et une fait. question que je me pose d'ailleurs, c'est, que j'aimerais bien avoir la question, c'est comment les constructeurs ont vu, le fait que Jean Todt soit nommé, directeur de la FIA à partir de 2009. Ouh, ça a dû gueuler, hein. Je pense que ça a dû faire grincer certaines dents Chez parce que Porsche, même chez, Jaguar, ça a dû gueuler. Ça a vraiment dû gueuler. peut-être pas, de façon aussi, directe, mais, Ouais, de façon mais plus subtile, je pense qu'il y a certains acteurs et notamment les privés comme en Pescarolo off par dans les exemple qui bureaux, ont je pense que ça a dû se dire: «Ah l'enculé!» ah bah, c'est simple, quand, avant que en 2005, pour dire à quel point quand même on avait, fait en sorte de donner des coups de pouce au privé par moment. En 2005, on crée la catégorie LMP1 qu'on appelle hybride, alors qu'il n'avait rien de moteur électrique, mais on appelle cette catégorie LMP1 hybride pour favoriser des voitures de conception nouvelle. Donc à cette époque-là, c'était ma première année au Mans, je m'en souviens très bien. Il y avait la Pescarolo C65, animée par un moteur 5 litres V10 Judd, qui faisait un bruit fabuleux, et on lui a donné un petit coup de pouce par rapport au Audi R8 de l'époque, qui était engagé via un team semi-privé, euh, avec le team Champion et une Audi qui était pour Oreca. Et les Pescarolo, en termes de performance pure, elles étaient plus rapides que les Audi. D'ailleurs, Henri Pescarolo le regrette, c'est son éternel regret dans sa carrière, c'est de jamais avoir pu gagner avec son team, alors qu'en 2005, ils avaient tout pour gagner. Mais ouais, et c'est en 2006 Avec qu'ils font leur la, meilleur résultat d'ailleurs, hein, avec une deuxième place. bah 2005 aussi, en 2005 aussi, ils font deuxième. Oui, C'est c'est vrai, ils vraiment en font deuxième. Oui, 2005 c'est qu'ils vrai. ont, Ouais, 2005, ils ont vraiment fait, c'est vraiment en ils ont 2005 qu'ils vraiment ont fait l'occasion de gagner fort. parce qu'en 2006, c'est la première année de la Audi R10 et là, il y avait pas match quoi. Mais pour autant, ils ont réussi à finir deuxième parce que les Audi avaient eu quelques problèmes de fiabilité. Et ouais. Mais en 2005, tu dû le voir, hein, ce documentaire qu'il y a sur YouTube, de Pescarolo, justement en 2005. À la fin, t'as Henry qui dit à la radio du pilote, il dit, merde, attends, faut que je me rappelle mot pour mot ce qu'il dit. Oui, si on Ouais, n'avait pas, on l'aurait pas gagné cette année, on serait pas revenu l'année prochaine, alors autant ne pas l'avoir aujourd'hui.
Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça qu'il dit. C'est un truc comme Donc, ça, ouais. non, ouais, ouais, c'est beau. Puis Pescarolo, franchement, je pense qu'il est très populaire et je pense que beaucoup de gens auraient voulu voir Pescarolo gagner, hein. Ça aurait C'est été fou. pareil, je me souviens d'un moment où Henri Pescarolo, en tant que consultant à Eurosport, avait mis tout le monde en sueur, mais alors totalement. C'était une séance d'essai, je crois, ça devait être le mercredi ou le jeudi, et on parlait de Docteur Ulrich, et tu avais le commentateur qui, évidemment, lui, est là pour faire du storytelling, qui n'est surtout pas là pour un peu égratigner les uns et les autres, et notamment le Docteur Ulrich, qui dit ah oui, le grand Docteur Ulrich, machin et tout. Et Pescarolo qui dit oui, oui, le grand Docteur Ulrich, oui. Mais il y a une chose que je ne lui pardonnerai jamais, je cite Pescarolo, hein. Il dit il y a une chose que je ne lui pardonnerai jamais, c'est de ne pas avoir voulu voter des équivalences entre les LMP1 privés et les diesels à partir de 2008. Et on le dit d'ailleurs dans la première vidéo qu'on avait faite sur les plus grandes éditions pour 2007 et 2008. Donc là en l'occurrence, c'était 2008, mais c'était valable dès 2006 et 2007. C'est que là, le fossé s'est complètement creusé entre les privés qui avaient pu. Parce qu'en 2004, Pescarolo commence à s'approcher un peu du niveau des Audi. Ils finissent quatrième, je crois, en 2004. En 2005, ils sont deuxième. En 2006, ils sont deuxième aussi. Et à partir de 2008, c'est mort. Ils sont à 10 secondes au tour, ils peuvent rien faire. Et ça, Henri Pescarolo ne l'a jamais digéré parce que, en gros, on signait le fait qu'on parlerait d'une catégorie LMP1 essence. Et dans le guide officiel des 24 heures du Mans à l'époque, alors que c'est une catégorie qui matériellement n'existe pas. C'est toute des LMP1 qui est soit essence ou diesel. On fait clairement la distinction entre les diesels, sur qui on met la lumière, un peu comme les 3,5 litres des années 90, et les LMP1 essence. Et ça, Pescarolo ne l'a pas digéré et il a souvent vu juste, Pescarolo. Ah oui. Lui, en tant que passionné, qui lui a surtout usé de son argent, de sa passion, pour espérer gagner. Et à part 2005, on lui a jamais permis de se battre à armes égales avec les autres. C'est ça. Question intéressante pour, moi, merde. Ah oui, c'est comme, le rapprochement Le Mans, USA, WEC, IMSA, c'est purement commercial selon vous? Alors, il y a un intérêt commercial, mais surtout je pense que là, pour le coup, il y a vraiment un intérêt sportif, hein. Pourquoi, s'il y avait pas d'intérêt sportif, pourquoi faire rouler les voitures du Mans, à Daytona et pourquoi faire rouler les voitures de Daytona au Mans? Là, pour le coup, il y a un aspect sportif, évidemment commercial, hein, parce qu'on mixe un petit peu les 2. Oui, et puis ça permet. C'est là où moi je suis un petit peu confiant, mais j'attends de voir ce qui se passe en coulisses, et ça c'est trop tôt pour le savoir. Ouais. Mais, il est clair qu'il y a une volonté quand même de réduire un peu les coûts et de permettre aux constructeurs de ne pas devoir engager je sais pas combien de voitures différentes pour courir aux États-Unis, en Europe ou au Japon. Sachant que le Japon, lui, a complètement renoncé à tout sport prototype, hein. Le Japon, ils ont leur championnat Super GT qui marche du tonnerre. Ah ouais, ouais, ils ont pas Ils ont besoin la de Super bouger, hein. Formula. Ils ont la Super Formula, donc eux, ils se posent pas la question d'avoir des protos qui roulent chez eux. Et ça roule fort, hein, Donc, et c'est beau, c'est spectaculaire, hein, de toute façon, donc ils bah ont une oui, formule excellente, ça marche depuis des années, pourquoi ils changeraient? évidemment, évidemment. Ça s'écroule même Donc pas, là, donc donc le sport prototype et l'endurance, ça se joue donc en Europe et aux États-Unis. Et si on peut trouver une formule qui permette aux deux continents de marcher de concert et de permettre de faire rouler les mêmes voitures, tant mieux. Maintenant, on espère que les uns et les autres, en parlant des constructeurs, pourront s'y retrouver et ne pas avoir à dépenser des 1000 et des cents pour pouvoir être compétitif, quoi. mmh. C'est ça le problème qui se pose avec la balance de performance, et on va bien voir ce que ça donne, mais une formule avec une balance de performance avec des constructeurs engagés directement, quand tu vois comment ça gueule en GT, imagine avec des protos, donc avec des gens qui mettent la gagne. Si tu BMW, Ford, expliques ils que sont c'est barrés, hein. bah, évidemment, mais si tu expliques à des constructeurs, que tu vas quand même mettre un paquet de pognon pour au final avoir une voiture bridée parce qu'elle est trop performante par rapport aux autres, ça va être compliqué. C'est pour ça que pour moi la meilleure formule, mais encore une fois, je suis pas dans les arcanes du sport auto, donc je peux pas tout savoir, mais la formule qui permet de alors, la formule dont je vais parler, c'est tu prends une cylindrée max, un poids minimum, et le constructeur se démerde pour faire la voiture la plus performante possible. L'avantage de cette méthode, c'est qu'au moins, tu peux pas brider les constructeurs en leur disant votre voiture est trop performante. Ils ont une solution, vous vous démerdez pour faire la voiture la plus performante possible. L'inconvénient, c'est que forcément, c'est la course au développement parce que tu vas toujours chercher le petit truc qui va te permettre d'être plus rapide que les autres. Le problème de la BOP, c'est que ça permet de limiter les coûts parce que les mecs vont pas forcément chercher à atteindre des niveaux de développement énormes parce que de toute façon, on risquera de leur brider leur voiture. Donc ça permet de s'investir à moindre coût. Mais si le mec, tu le brides tout le temps et que sa voiture peut jamais être compétitive, bah, il finira par se barrer.
Donc, faut aussi se mettre à la place des constructeurs, hein, et des instances, hein. C'est pas facile de trouver une formule qui marche et qui permette de satisfaire tout le monde. Surtout avec le serpent de mer de la F1, qui est là et qui vampirise tous les autres championnats, quoi. D'ailleurs, dans les années 90, il y a pas que l'endurance qui a pris cher, hein. Il y a tout un tas d'autres catégories, hein. On en parlera DTM. certainement prochainement, mais le DTM, Faudra qu'on en pour parle. la faire Je veux qu'on fasse une vidéo, mais tous les deux là, du DTM qu'on a fait là, parce que vraiment c'est. pour la faire courte aux gens qui nous écoutent, le DTM est une catégorie très, très populaire en Allemagne, plus que la F1. Donc on a des voitures de tourisme, donc des voitures de tous les jours coursifiées avec des gros moteurs Ah non, qui se battent sur tous les une circuits caisse allemands. en métal avec un moteur qui n'a beaucoup trop puissant. Et peut-être tu C'est mets ça. un siège, des pneus en volant, hein, peut-être. C'est ça. Et puis Si on est tu sur un penses. format sprint, je crois que c'était des courses d'1 heure et demie. Et tu avais donc Mercedes et BM qui s'affrontaient avec je sais pas combien de voitures. Ça faisait des courses ultra spectaculaires, des bagnoles qui escalaient les vibreurs comme des bœufs et tout. Et ça commence à bien marcher, ça commence à bien marcher. Et puis là, la FIA vient, dit bah écoutez, c'est bien joli votre truc, mais ça vous dirait pas pour continuer à avoir un peu de visibilité de faire un championnat mondial? Et là, on crée l'ITC avec des courses à Interlagos, il y a personne, ça intéresse personne, etc. Parce que les Brésiliens, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'un championnat allemand, sans déconner. Il n'y avait pas qu'à ce circuit-là qu'ils allaient, et ils ont tué le DTM comme ça. En 96, je crois, fin 96, le DTM meurt, et il ne renaîtra 2000 ou qu'en 2001. 2000. 2000, 2000. 2000. En 2000, t'as Mercedes avec la CLK, t'as Opel avec la Astra, et Audi reviendra en 2001 avec la Audi TTR. Donc on avait 3 constructeurs en DTM. Opel s'est barré en 2005, ensuite t'avais plus que Mercedes et Audi. D'ailleurs, j'avais été voir le DTM au Mans en 2006 et en 2008. Et comme c'était des voitures qui étaient quand même sacrément. C'était des protos déguisés, hein, les voitures de DTM Ouais. fin année 2000. C'est aussi pour ça que ça s'est cassé la gueule récemment, c'est qu'ils ont voulu faire comme le Super GT, alors que le DTM n'avait plus la même lisibilité auprès du public qu'elle l'avait au début des années 90, là où le DTM était super populaire. Ouais. Mais ça, voilà, il faudra bien se renseigner dessus parce que c'est plus compliqué que ça. Oui, il y a eu l'ITC à Manicourt aussi, comme dit Benjamin de Fontaine dans les commentaires. Mais voilà, il y a eu ça. Je me demande aussi s'il n'y a pas eu. Alors là c'est hypothétique, hein. Là, j'accuse pas la FISA pour le coup d'avoir fait ça, mais c'est comme le championnat de tourisme anglais dans les années 90, qui était un championnat dingue, avec Nissan en officiel, Volvo en officiel, Audi en officiel, Peugeot en officiel, Renault en officiel, Vauxhall, qui était la branche anglaise de Opel, et il y en a un septième, je sais plus lequel c'est, Ford, avec la Mondeo. Et en 2000, il n'y a plus personne, 2001, il n'y a plus personne non plus, enfin. Derrière, il y a eu le TCC, à Manicourt, le TCC qui avait le même nom que la catégorie Feu Silhouette fin des années 80, qui est devenu le WTCC à l'époque, qui pour le coup est un championnat qui a plutôt bien marché. Alors, un petit instant, désolé. On entend des miaou ouais, derrière. Ouais, baston de chat là, ils nous entendent, ils se battent, ils disent attends, c'est trop enflammé comme sujet, je vais intervenir. Voilà, En règlement de plus, eux, compte. ils consomment autant de croquettes que les voitures consomment d'essence, hein, c'est saloperie de chat. Attends, je C'est bon, je réponds suis de rapidement retour. à une question de Camille Creuse, mais pour le passionné, est-ce que c'est vraiment la performance qui compte? On a tous en tête des voitures qui ne gagnent pas vraiment, mais qu'on aime quand même. C'est une question intéressante, Très bonne question, honnêtement. ça. Honnêtement, je m'en fous que les voitures battent des records de vitesse et des records du tour chaque année, hein. Moi, je suis heureux si les constructeurs. Je suis heureux pour trois choses. D'une part, si j'en prends plein la vue, et à l'œil nu, l'hypercar est pas moins rapide qu'une LMP1. Ça se voit pas à l'œil nu. Alors, ça va me permettre de poser la question dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on veut en tant que passionné Et ouais. quand on est dans le public? Est-ce qu'on veut avoir du LMP2 avec toutes les mêmes voitures et qui se battent? Donc, c'est-à-dire au bord de la piste, oui, tu les vois se battre, mais tu te fais un peu chier parce elles ont toutes la même gueule, elles font toutes le même bruit, elles ont toutes le même moteur. Moi, je me souviens, dans ma première année au 24 heures du Mans en 2005, je serais incapable de vous dire le nombre de bruits de moteurs différents que j'ai entendus. J'ai entendu le V8 3,6 litres Audi biturbo, j'ai entendu le V10 Judd 5 litres à 72 degrés atmosphérique qui faisait un bruit de dingue, le même en 4 litres sur les Dallara, euh, le V8 7 litres 16 soupapes de la Corvette, le V12 5 litres 9 de la Aston Martin DBR9, des 4 cylindres turbo en LMP2, des V8 3 litres 5 mécachrome, des 4 cylindres AER. Je pourrais faire la liste comme ça longtemps.
Ouais. Maintenant, 24 heures du Mans, t'as quoi? T'as V6 3,5 litres pour la Toyota. T'as V8 3,6 litres pipomoteur pour la Glickenhaus. T'as l'ancien 4,5 litres Gibson dans la Alpine. T'as le V8 4,2 litres Gibson en LMP2, moteur unique. T'as le V8, je sais plus ce que c'est la cylindrée de la 488, 4 litres 8, je crois. 488 de la Ferrari. T'as le V8 5 litres de la Corvette. T'as le flat 6 de Porsche. C'est tout. Et t'as le V8 biturbo de la Aston Martin. C'est tout. J'ai un pote, moi j'ai pas pu y aller, mais j'ai un pote qui est allé à la journée test, il a dit bah ouais, c'est cool, mais il y a que 6-7 bruits de moteur différents, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ce que veut le public, en tant que passionné, c'est voir. L'idéal, c'est d'avoir des voitures différentes et qui puissent se battre pour la victoire, avec des bagarres. C'est ça qui fait évidemment le sel de 98-99 au Mans, avec plein de voitures différentes, plein de sons de moteurs différents, donc de la bagarre, des solutions différentes. Et ça te fait une course de dingue, y a pas à chier. En plus, elles sont différentes et elles se battent entre elles, c'est ça qui est génial. Là maintenant, certes, on a de la bagarre en LMP2 et en GT, mais on voit quasiment toutes les mêmes bagnoles, quoi. Ouais. Ouais. Et moi, je m'en fous. Moi, je vais pas au Mans pour voir du LMP2 avec toutes les mêmes bagnoles. Oui, c'est très bien le LMP2. Ça coûte pas trop cher, ça permet à des équipes et des pilotes talentueux de rouler. Puisque c'est le LMP2 que c'est pas la catégorie reine, tant mieux. Mais c'est chiant. Moi, en tant que passionné, ça me fait chier d'entendre le même bruit de moteur tout le temps, quoi. Et au Mans, le bruit que tu entends le plus souvent, c'est le V8 4 litres 2 de la LMP2 qui fait un joli bruit, mais tu pas envie de l'entendre 20 fois. 2-3 fois, ça suffit. Ouais, Donc, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère la baston avec toute la même bagnole, ou est-ce qu'on préfère un peu moins de baston et voir des voitures différentes? Débat qui est impossible à trancher parce que ce qui compte, c'est d'avoir de la bagarre en piste. mais c'est difficile, ouais, hein, c'est difficile. Après moi, il y a aussi autre chose que j'aime bien. Après j'ai l'impression d'être un petit peu le seul, dans ce cas-là. Mais j'aime bien voir le sourire des pilotes quand ils prennent vraiment du plaisir à rouler, en fait, tu vois? Je me dis, tu sais, c'est Ouais. communicatif. Et du coup, tu sais, tu te dis: «Ouais, putain, j'aimerais bien essayer cette voiture, il a l'air heureux», tu vois, en descendant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu aussi constater, et qui m'énerve parfois, qui m'énerve, mais en même temps, je peux les comprendre parce qu'ils sont dans le truc. Mais sur les circuits et tout, je vois certains pilotes, ils descendent de leur voiture, ils tirent la gueule, quoi, tu vois? Ils tirent la gueule. Alors que moi, je descends de la même voiture, je suis, heureux, et tout, tu vois? Alors qu'il y a pas de course, tu vois? C'est juste ils tirent la gueule, tu vois? Ouais, non. Bon, tu te fais chier avec la voiture, tu as pas envie de nécessairement monter dans la voiture, tu vois, après, quand tu vois ça. Quand tu vois: «Ouais, non, Bah, pas ouais, mais terrible et c'est leur, tout». Alors que moi, après, c'est j'ai dans, pris la Twin Cup, quand je suis descendu, je hurlais de joie partout, alors que c'est une putain de Twingo! Mais c'est trop et ça, bien! c'est leur métier, donc dans le contexte, voilà, tu sors d'un relais Oui, compliqué et tout, forcément, ouais, forcément. c'est autre chose. Oui, Mais oui. Donc ça, c'est pour mais ça, c'est je clair comprends que totalement. Tu fais la gueule et tout quand tu sors, parce que mais après ah c'est mais bien, c'est ça qui m'a toujours saoulé, moi, avec des sports un peu huppés comme le tennis, pourtant j'en ai fait, hein, le sport méca et tout, parce qu'on va pas se mentir, je suis désolé, je vais faire de la sociologie de bas étage. Il y en a à qui ça va peut-être pas plaire, mais le sport mécanique et le tennis, par exemple, c'est des sports de bourgeois, de gens qui ont les moyens. C'est pas un sport de prolos. Le mec qui gagne 1 450 à l'usine, 1 450 € à l'usine, il va pas se taper un karting tout le week-end, il va pas s'acheter une Porsche pour la faire rouler sur circuit. Donc c'est sûr que quand on voit des mecs tirer la gueule, ne pas aller signer des autographes ou des trucs comme ça fait chier parce que mec, rends-toi compte de la chance que tu as un peu. C'est aussi simple à comprendre que ça. ouais. Mais ça pour le coup, bon voilà, c'est comme ça, on va pas interdire à des gens riches de profiter de leur richesse, moi je suis pas communiste, hein, donc je vais pas leur reprocher ça. Mais c'est vrai que tu as quand même ce côté un peu mépris du petit en sport auto qui a toujours existé. On l'a vu, bah, avec la fameuse série qu'on a faite, qui est insupportable parce que celle-là où j'en viens à Glickenhaus, alors c'est sûr qu'avec, par exemple, Le Mans 2011 avec une bataille ultra serrée, 2014 où c'était très serré entre Toyota, Audi et même Porsche avant qu'ils abandonnent, 2016 où c'était ultra serré avant que Toyota abandonne, 2017 où il y avait quand même de la baston, même s'il y a eu la Bérésina des Toyota, on a été habitué récemment à avoir des courses ultra serrées, ce qui est, entre guillemets, positivement une anomalie en endurance. L'endurance, c'est de l'endurance, donc tu fais en sorte d'être performant tout en économisant un peu ta voiture. Et même si c'est plus trop valable aujourd'hui, tu peux pas te permettre d'attaquer comme un bœuf en mode qualif pendant 24 heures, ça c'est pas possible. Ça va très vite, mais tu vas pas tourner en 3,24 pendant toute la course, hein, c'est pas possible. Donc,
On nous dit: «Ah oui, mais la Glickenhaus, elle est larguée, elle est à 3 tours». À l'année dernière, je crois, la 1re Glickenhaus, c'est à 3 ou 4 tours, je crois. Pour un mec qui investit de son argent, qui lui, pour le coup, ne bénéficiera pas d'autant de retombées que des gros constructeurs, être à ce niveau de performance en si peu de temps, c'est un exploit et C'est il faut ça, le faut saluer. le souligner, ouais, ouais. Alors oui, effectivement, les médias, font un peu monter la sauce en disant: «Oui, il y a un duel Glickenhaus-Toyota». On sait que c'est faux, mais on va pas non plus reprocher aux médias, de parler d'une marque qui peut quand même un petit peu jouer les troubles faits. Parce que, c'est pas comme en 2017, si Toyota s'écroule, derrière, c'est Glickenhaus et Alpine qui vont se batailler pour la victoire. Et oui, oui. Il y a pas trop de chances qu'une LMP2, gagne, cette année. Surtout que la Glickenhaus a montré qu'elle était fiable. L'année Beh, dernière, les elle a 5 roulé, hypercars l'an dernier ont terminé la course, hein, oui, donc voilà, les voitures sont fiables en plus, donc voilà, il y aura peut-être pas une bagarre comme on le voudrait, mais au moins, je veux dire, Glickenhaus, on peut pas dire qu'il soit largué, quoi. bah, en soi, ça me fait, penser à, une question qui a été posée au début du live. Est-ce que Glickenhaus a une chance cette année? Alors Toyota sont les favoris, mais j'ai pas envie d'enterrer Glickenhaus. Là où l'année dernière, vraiment, j'aurais dit: «Non, non, non». Mais cette année, ils ont quand même montré de belles choses. Ça reste compliqué pour aller titiller Toyota, Oui et puis, mais sur un en eff malentendu, sur un fait de course, à condition qu'eux fassent la course parfaite, hein. Il faut au moins une des 2 voitures qui fasse la course parfaite, c'est-à-dire pas de problème en stand, pas d'erreur en piste, pas de problème mécanique et bah, je avoir pense un peu de que chance. Genre pas tomber dans une slow zone ou dans la mauvaise safety car. Glickenhaus, ils vont faire rouler ils vont lancer un lièvre, comme on dit, Oui. ça faudrait qu'on il y a je sais plus quelle année, il y avait je crois que c'était, Jaguar qui avait tendu un piège à Porsche comme ça, en lançant une voiture bien plus rapide que les autres, en forçant Porsche à Mais c'est rouler pas plus fort 88? peut-être. En 88 forçant ou Porsche à rouler plus fort, pour les obliger à casser et les autres Jaguars étaient tranquilles. Elles attendaient de ramasser les miettes. ouais, ouais. Mais peut-être que Glickenhaus va faire ça, peut-être qu'ils vont lancer une deuxième voi s'ils veulent avoir une chance de gagner, ils vont peut-être essayer de faire rouler une voiture à fond et la deuxième un peu plus tranquille. Ouais, ouais, c'est Mais chaud, Toyota est pas bête et va l'anticiper ça, hein. est-ce que tu suis ton plan de route ou est-ce que tu tentes, tu vois? Alors moi vraiment c'est beau joueur, hein, de dire à je sais pas, genre à la 709: «Vous attaquez comme des abrutis», genre vous freinez plus, d'ailleurs on vous enlève les disques vous faites casser les Toyota. Bon, vu comment ça casse pas trop ces derniers temps, quoique, hein, quoique la numéro 8 elle a eu quand même quelques soucis, hein. Mais ce serait couillu quand même d'envoyer un lièvre pour tenter de faire, péter les Toyota. Attention, ça peut profiter à Alpine, hein, dans ce cas-là, parce qu'Alpine, ils ont rebaissé la BOP, enfin, ils ont réajusté en leur défaveur la BOP. Du coup, je pense qu'Alpine va être un peu plus en difficulté. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir Glickenhaus répondre un petit peu à Toyota. En tout cas, tenter. Au moins qu'ils tentent, tu sais, qu'ils rentrent pas les armes avant même que la course est finie. Alors je réponds à Kuroko72, ça se fait plus maintenant, c'est à fond du début à la fin. Oui et non. Oui, parce que le rythme est très élevé, mais les mecs attaquent pas en mode qualif non plus pendant 24 Ouais, heures, ouais, hein, c'est ouais. pas possible, hein. Rien Parce que que rien tu que as pour le trop de pilote. risques. C'est pas un problème de fiabilité, c'est un problème que tu beaucoup de voitures en piste, c'est facile de faire une faute, quand tu roules tout le temps à fond, hein. Dans le trafic, voilà, hein, on pourrait en parler à Mike Rockenfeller ou à Alan McNish, on a vu comment ça s'est fini, hein, donc oui, ça roule très fort, les mecs ont pas besoin de calculer, mais tu peux pas rouler non plus en mode qualif pendant 24 heures, ça c'est pas possible. Hem, Merde, j'ai perdu le commentaire que j'avais vu qui m'avait l'air, fort sympathique. Corvette aussi faisait pas le lièvre en Oh, GT1. salut Henri! J'espère que l'année prochaine tu seras là pour le centenaire. Eh, j'espère que tu y seras aussi, on se donne rendez-vous. Et rendez-vous à Charade. Voilà, donc Henri, qui fait de la Twin Cup. Bref, du coup, j'ai perdu, où je voulais en venir. Ah oui, ce que je pensais des performances de Michael Fassbender. Alors, difficile de suivre tout le monde, difficile de suivre tout le monde. Alors, le pauvre, voilà, 1re sortie au Mans, en tout cas en séance d'essai en FP1, il crache, la Porsche, il fallait tout reconstruire. La Porsche numéro 93 et j'avais dit en plus dans la présentation des équipes que c'était un équipage que j'appréciais beaucoup. Mais non, voilà, il a repris volant hier soir. Je me rappelle, enfin, j'avais vraiment regardé. Ils ont laissé des images de sa caméra embarquée. Il revenait dans la chicane Daytona, donc la première chicane des Hunaudières. Et il a été mollo. Mais bon, ça fait 4 ans qu'il roule avec Porsche. Je pense que s'il était mauvais, il serait pas là.
même si évidemment il y a un coût commercial et tout parce que c'est un acteur, tout ça. Mais malgré tout, non, je pense que c'est respectable. Il a un bon coup de volant, hein. Patrick Dempsey avait roulé aussi, là. Il y avait Steve McQueen aussi, pour ce qui est des acteurs. Donc ouais, c'est j'espère qu'il va aller au bout de la course, ouais. D'ailleurs, ça fait penser, j'allais te poser la question, parce que la question aussi a été posée. Est-ce que tu as vu, Philippe Simadomo qui s'est vu refuser, sa participation? Oui, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Ouais, un gros crash, hier C'est une en décision qui intervient rarement, hein, ça, en sport auto, c'est hein, mais rare, hein, d'exclure un pilote. Mais voilà, il a pas été très attentif. Alors il est né en 59, le gars, hein, donc ça commence un peu à dater. Hem, j'ai un donc truc qui me vient en tête quand on parle de ça. C'est que vas lui, on l'a viré, mais alors si on vire lui, il y a un paquet d'autres qu'il faut virer alors. oui. Je dis pas qu'il y a plein de mauvais pilotes, mais je pense à Tracy Crone. Tracy Oh! Crone, je crois que c'est en 2016. En 2016, je regardais le matin, je regardais avec un pote, on avait regardé quasiment les 24 heures. D'ailleurs, il se souvient ce jour-là à quel point j'ai pété un câble quand Toyota a abandonné à 5 minutes de la fin. Mais au petit matin, en 2016, Tracy Crone, il a fait les 3 mêmes tête à queue à Arnage. Oui! C'est vrai, Et je me un autre rappelle. tête à queue, et un autre tête à queue dans une des 2 chicanes d'une Audière, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc à ce compte-là, ouais, mais le mec, par contre, c'est qu'il vient avec son pognon, il engage une bagnole, tu vois? Ouais. Là, est-ce que le mec dont on parle, c'est lui qui met le pognon pour engager la bagnole? Je sais pas parce que TDS, ça fait un Est-ce moment que qu'ils vous sont pouvez là, virer? hein. Parce que je pense que si le mec, c'est lui qui met les billes pour faire rouler une bagnole, je pense pas qu'il l'exclut. Par contre, si le mec a peu de poids dans le sens où, c'est pas lui qui directement permet d'amener une bagnole en plus, je pense pas qu'on le vire, tu vois? C'est un peu à la tête du client, hein. Donc je critique pas la décision de la CO, je pense qu'ils ont décidé ça en leur âme et conscience et heu et ils ont estimé que le pilote représentait un danger. Bon, bah, écoute, c'est leur règlement. Ils ont le droit de le faire. Si l'équipe en question estime, qu'ils sont en tort, qui estiment qu'ils sont dans leur bon droit, ben, ils feront appel et puis on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est une décision lourde, oui, qu'on n'a pas l'habitude de voir, en sport auto. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, ce sera Nick de Vries qui va le remplacer. Alors, bon, c'est un pilote qui est capable de relever ce challenge-là, mais ça reste malgré tout un challenge important. Tu débarques comment? C'est la course. Donc peut-être qu'ils vont le faire rouler pendant le quart d'heure du warm-up. Bon, il connaît la voiture, il connaît, parce que l'année dernière, il était avec G-Drive et avant, il était avec le Team Jumbo, qui roulait d'ailleurs avec TDS, qui était exploité par TDS, il me semble, Jumbo, si je dis pas de conneries. Enfin bon, Mmh. bref. Du coup, voilà, il connaît Le Mans, il connaît la voiture. Malgré tout, tu arrives comme ça, dans le bain, direct. Ouais, ça risque d'être un peu chaud au début, ouais. Alors, je vais devoir partir dans pas longtemps, donc je vais regarder quelques questions du chat Ouais, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont posé des questions qu'on n'a pas répondu parce que j'ai beaucoup parlé, vous m'en excuserez. La BOP ajustée toutes les 2 heures, on en parle? Ben, oui, c'est comme on disait tout à l'heure, la BOP, ça peut être bien parce que ça permet de s'engager pour pas trop cher et ça peut être pas bien parce que quelqu'un qui a fait une grosse bagnole, si tu lui brides, ça va l'emmerder. C'est la BOP, c'est une solution de pas de secours, mais de comment dire? Une espèce de solution tacite en fait où t'as pas vraiment le choix en fait parce que, comme je disais tout à l'heure, si tu prends un règlement technique sans BOP et que tu demandes au constructeur de se démerder pour faire la meilleure bagnole, ça va créer une augmentation des coûts et alors oui, pardon, je pars trop loin parce que là, je pense que le Super Monty 83 sous-entend que ce soit changé souvent la BOP, donc qualif, essai libre et cetera. Bah, c'est un des inconvénients de la BOP, c'est qu'on peut cacher son jeu pour réclamer des chevaux supplémentaires, ainsi de suite. J'ai pas trop d'avis sur la question parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens de faire en sorte, de pas trop emmerder les constructeurs ou de les avantager en fonction de la performance, donc c'est compliqué. J'ai pas trop de réponse à la question, moi, c'est pas quelque chose qui me fascine, la BOP, mais si elle permet d'avoir un plateau fourni, bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, quoi. ouais, ouais. Allez, on va prendre peut-être une dernière question. Ça fait, 1h30 de live. Hem, un peu compliqué par La BOP pour demain fait grincer des dents déjà, l'Alpine a l'air bien abusée apparemment. Oui, c'est possible, c'est ouais, fort possible. J'ai rien de plus à dire, mais il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur l'engagement de Porsche, hypothétique en Formule 1 en 2026. Est-ce que ça pourrait faire de l'ombre à l'endurance? Bah oui, certainement. Parce que si ils ont fait leur voiture, Porsche, moi de ce que je vois, ils sont partis pour faire une bagnole.
gagner et se barrer pour aller en F1. Là, je pense pas qu'il faut s'attendre après les scandales du groupe VAG, parce que Porsche, Audi, tout ça, c'est le même groupe. Il faut pas s'attendre à des miracles de la part de Porsche, hein. Je pense pas qu'ils vont rester 10 ans en endurance, hein. Ils vont faire leur bagnole, ils vont la mettre au point, ils vont essayer de se bastonner et de gagner. Et une fois qu'ils ont fini, ils iront peut-être en F1. C'est pas sûr qu'ils aillent en F1 d'ailleurs, hein. Ouais, faut encore une fois, faut attendre de voir la voiture, fabriquée En, quand même. en termes d'image, je vois pas trop l'intérêt pour Porsche d'aller en F1 personnellement, mais après je peux me tromper, hein. Voilà. Bon allez, Surtout que Porsche, il règne sur les 24 heures du Nürburgring, enfin pas cette année, mais je veux dire Porsche, ils ont une image forte en Allemagne, au Nürburgring, en GT. Donc bon, c'est pas trop dans leur. Je pense pas que ce soit trop dans leur intérêt d'aller en F1. Et j'espère pas qu'ils aillent en F1. Je préfère les voir en endurance. bon allez, mesdames et messieurs, merci en tout cas d'avoir répondu présent dans ce live quand vous avez promis, quand vous avez concocté un petit peu pour, voilà, pour répondre à toutes ces questions de la mini-série encore une fois. Merci, pour les nombreux retours très positifs que vous avez offerts à cette série. Ça nous a vraiment fait plaisir, de vous la présenter en fait, de vous présenter tout ça. Big up aussi à 86 400 et à Laurent Chauveau. Allez voir sa chaîne YouTube, allez voir, ses articles, c'est super intéressant, vous en apprendrez beaucoup. Et franchement, moi, j'ai kiffé me replonger dans cette période, du 24 heures du Mans. Alex, merci à toi. Mais merci à toi, Jules. Et Voilà, puis merci à tous. Je me permets un petit mot avant d'y aller. bien sûr. Merci bah, à vous tous, hein, pour avoir bien apprécié Enfin, on est content que nos vidéos vous aient plu. Là, ça fait 3 ans de suite qu'on fait des vidéos ensemble. Peut-être l'année prochaine, vous verrez ma tête sur une vidéo. Je sais pas, ça dépendra du calendrier de chacun d'entre nous. Mais voilà, n'oubliez pas une chose, j'ai envie de dire après les sujets qu'on a abordés, c'est qu'il ne faut pas être dupe en sport. Je dis pas qu'il faut avoir une vision complètement, comment dire, l'inverse du rêve, du mythe. Moi, j'ai une vision complètement plate du sport de haut niveau. Que ce soit le foot, le tennis, le basket, la bagnole, tout ce que vous voulez. Le sport en général ne me fait plus rêver parce que la politique est bien trop importante pour laisser la place au sport. Le sport en soi-même, c'est une utopie. Donc quand on regarde une compétition, il faut pas être dupe, il faut pas se laisser emporter par la passion. Je dis ça, moi je rentre du boulot, je me mate 3 heures du Mans 2011. Je suis capable de me mater une édition entière des 24 heures du Mans en une semaine, comme ça de suite. Mais voilà, c'est bien de garder sa part de rêve et d'innocence, mais il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des affaires de pognon, des affaires qui sont pas toujours belles à savoir, mais qui permettent de savoir un peu plus comment la société en général tourne, parce que le sport, sous certains aspects, permet de mieux comprendre la politique, et la politique en général, ou même dans le milieu du sport. Voilà. C'est une affaire de, d'argent, d'influence, et ça, c'est la base des rapports humains. Voilà, ben c'était, voilà, c'est bien sûr, il faut garder, ce recul et d'apprendre justement des histoires comme ça permet aussi, non pas de démystifier totalement et de se dire: «Ah, j'aime plus ce sport et tout», mais quand même, d'une part, d'en apprendre plus et de mieux connaître et d'avoir plus de recul sur ce qu'on voit et c'est pour ça que Exactement. nous Le 2, recul, c'est important. voilà, toujours garder du recul et si, cette mini-série vous a permis d'avoir alors le but c'était pas du tout de tuer, un tel ou un tel. Peut-être à part Balès, Eccleston et Mossé, mais bon, faut quand même leur rendre le fait qu'ils ont malgré tout popularisé la Formule 1, mais ça c'est encore un autre débat. Bref, Et oui, voilà, au ça per détriment du reste. eh ouais, c'est ça. Donc c'est faut savoir garder, ce recul, là. Enfin bon, encore une fois, mesdames et messieurs, merci à toi Alex, merci à tous ceux dans le chat et rendez-vous du coup demain, enfin demain rendez-vous, du coup, nous on se retrouve sur YouTube, on se retrouve sur YouTube, la semaine prochaine. Sinon, il y a les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. La rediffusion de ce live sera disponible sur la piste, ce soir, je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de le mettre demain et évidemment demain, le départ de la 90e édition des 24 heures du Mans. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne soirée et un bon 24 heures du Mans. Des bisous à tous. Ciao.